Bonjour la donne. Je vois qu'il y a des fans de Chris dans le live, ça fait très plaisir. On va parler taco et Japon avec Christophe. Bonjour Christophe, comment ça va? Bonjour, ça Alors, va? j'ai besoin que vous me disiez si le son est OK, parce qu'on est sur une Hmm. configuration un peu particulière, puisque Christophe est sur son Oh. téléphone. Et Euh, voilà, je vous appelle depuis mon téléphone, comme ceci, comme si j'appelais Montre pas trop mes le amis. numéro quand même, parce qu'on sait jamais. Ah, oui. Bon, ils n'ont pas l'ID pour entrer. Ah, ah, ah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des mots de passe et tout. Le son est ok, c'est Hmm. carrément ok pour du tel merveilleux parce qu'on a fait des tests avant de commencer et on est bien content que ça fonctionne bien. Il va falloir articuler et pas parler trop vite, Christophe, c'est noté. Ouais. Du coup, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de créateur de jeux vidéo et résidence artistique, de ton expérience à la villa Kujoyama et pas Kojima, comme j'ai pu lire dans le chat. Non, c'est Kujoyama, ouais. c'est pas la même famille. Hmm. Chris, tu es un créateur de jeux vidéo majoritairement autodidacte et tu as commencé à l'âge de 12 ans. Tu es surtout connu pour avoir créé le jeu Save Me Mr. Taco en 2014. Et l'an dernier, tu as vécu un truc assez incroyable puisque tu as été envoyé 5 mois en résidence d'artiste au Japon. Et c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant tout, j'ai une question pour vous le chat. À quel âge avez-vous créé votre premier jeu vidéo? Et toi, Chris, à quoi ça pouvait bien ressembler le jeu vidéo de Christophe, 12 ans? Hmm. Bah, Christophe 12 ans, bah, typiquement, il était dans cette pièce. Voilà, vous êtes dans ma chambre d'adolescent actuellement. Bah, du coup, oui, j'ai découvert RPG Maker à peu près à cet âge-là. Donc, bah, RPG Maker que beaucoup, je pense, ont utilisé parmi vous. Moi, mon premier jeu, c'était un fan game Pokémon, du coup, Trop comme mignon. très classique, très cliché. Un fan game Pokémon où on jouait des gobus et où bah, c'était assez dark hein, déjà quand même, mais il y avait des sacrifices de Pokémon et des trucs comme ça. Mais... Oh, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'était les débuts, faire des fan games sur RPG Maker. Puis du RPG Maker, j'en ai fait pendant un moment. Bah, j'ai un slide justement Ah, où on peut voir alors attends, faut que je change de un scène peu si tu veux les montrer. travaux. Donc, À je vous 12 fasse ans, le sacrifice partager de Pokémon, mais l'écran. oui. Alors, Et oui, 12 ans, j'étais déjà assez dark. déjà Je super dark. sais pas si le partage d'écran fonctionne bien là. C'est merveilleux. Ok, donc bon, voilà, une petite vue de la villa, mais voilà. Donc pour mon parcours, bah, vous pouvez voir le fan game Pokémon sur le côté. J'ai réussi à le retrouver. Et du coup, bah, comme ça, j'ai fait du RPG Maker pendant un sacré moment. Donc pendant tout le collège-lycée, j'en ai fait. Donc j'écrivais mes scénarios, j'ai appris à faire du pixel art comme ça en autodidacte. Bah, suite à ça, après, je suis parti en école de jeux vidéo à 18 ans. Donc je suis parti à ISART Digital Paris. Donc bah, j'ai fait ça bah, pendant 3 ans en game design et programmation. Donc bah, du coup, j'ai appris à faire du Unity, ce genre de choses là-bas. Et du coup, bah, j'ai fait pas mal de game jam à l'époque, des stages et tout et tout. Donc bah, pareil, du coup, refaire du pixel, refaire des... Il y avait toujours un peu des côtés scénarios. Donc à ISART, on peut critiquer un peu pour ça, vouloir mettre des DS et des trucs mythologiques un peu partout, mais Et pas de il sacrifice il ou faut quoi? le faire. Un petit... Ah Alors, si, un peu moins. il y a un truc, il y a un Non, je truc sais avec le plus, non, sac. moins. Non, ça va après. Mais du coup, bah, j'en ai profité, vu qu'en fait, Isart est en alternance, du coup, j'en ai pas mal profité bah, pour faire les game jams et aussi pour faire les stages. Donc, bah, j'ai fait quelques stages et j'ai enchaîné directement après Isart sur un CDI, donc à un studio, Persistent Studio qui s'appelle. Du coup, bah, j'ai travaillé sur leur jeu là-bas, sur Unreal Engine. Donc, c'est à peu près résumé de ma carrière. Mais du coup, oui, comme tu le disais, du coup, moi, là où je me suis fait un peu plus connaître, c'était avec, du coup, avec Taco. Donc, Taco, pour résumer vite fait, parce que bon, ça m'a quand même pris 4 ans à faire. C'était, c'est un platformer RPG en hommage à la Game Boy. Donc, j'ai commencé en 2014 pour les 25 ans de la Game Boy, justement. Du coup, bah, on joue un poulpe dedans. Bah, j'ai eu l'idée du personnage en mangeant des takoyaki. Ah, Donc, je me suis je dit, savais bon, pas si bah, c'était une légende ou si c'était vrai l'histoire de il a eu la révélation en mangeant ses takoyaki. Donc tu si, confirmes? c'est vrai. C'est génial. Je confirme au Apatay à Paris, rue Sainte-Anne. Hein. Voilà. Du coup, du coup, j'ai mangé takoyaki, j'ai eu l'idée d'un personnage poulpe, et vu que c'était l'année des 25 ans de la Game Boy, au même moment, je me suis dit, bon, bah, les poulpes, Game Boy, j'apprenais Unity qui venait de sortir les outils 2D à l'époque, donc on a un peu mélangé tout ça.
on a repris mes délires de DS et de machin et de monde torturé. Donc, on fait un gros mix et ça donne un peu taco. Ah, Donc du coup, on était deux. je vais bouger Hein. ta webcam, voilà, parce que quand même, sachez que Christophe a mis un petit taco sur toutes ses slides animés, et ce Oui, serait c'est un... quand même dommage de ne pas pouvoir Bon. profiter du petit taco. Bah, le Hop. petit taco, c'est aussi un indicateur pour moi, parce que vu que ma Oui, connexion est pas forcément très c'est bonne, secret. à partir du moment où il bougeait plus, c'est que vous m'avez perdu, en fait. C'est une astuce technique. Bien joué. Mais, euh, mais du coup, oui, pour Taco, donc on était deux à le réaliser. Donc il y avait Marc-Antoine Archier qui est musicien et moi qui ai fait globalement tout le reste. Même si de temps en temps, il y a des attaques de chats derrière. Même si de temps J'ai en temps, coupé mon j'ai été... micro pour pas qu'on entende et toi tu me dénonces. Mais oui, ça y est, le chat est devenu fou. Sorry, Désolée. le chat est fou. Mais du coup, ouais, pendant 4 ans, travaillé dessus. Puis après, donc c'est un peu le jeu qui m'a un peu fait sortir, vu que j'ai fait pas mal de salons, dont le Stunfest 3 fois, plus le add-on, plus la PAX. Et là où ça a un peu tout changé, c'est quand je suis allé au Tokyo Game Show en 2016, du coup montrer le jeu au Japon. Donc c'était un peu le moment clé, on va dire, dans le développement du jeu. Surtout qu'en plus, vu que j'étais encore étudiant endetté, j'avais pas les moyens de le faire, donc j'avais dû faire une campagne de financement en ligne. Et en 2 jours, grâce à vous tous, dont je pense certains sont dans le chat, j'ai pu y aller. Donc, merci à eux, encore une fois. Et du coup, j'ai pu partir là-bas, rencontrer mon éditeur. Et du coup, après ça, j'ai quitté mon travail et je suis passé full indépendant. Donc, je suis revenu ici, chez mes parents, dans cette chambre, et j'ai fini le jeu. Et il est sorti sur Switch, du coup, en 2018, donc 4 ans après le début. Et en fait, c'est un peu pendant cette longue période, parce qu'il y a eu une longue période d'attente, en fait, entre le moment où j'ai fini le développement et le moment où le jeu est sorti. Il s'est passé globalement presque un an. On ne dira pas pourquoi, mais les gens s'en doutent un peu. Mais en tout cas, pendant cette longue période-là, en fait, je commençais à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après, quel sera mon prochain jeu. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai découvert un peu le concept des résidences artistiques. Parce qu'en fait, pour le coup, je n'ai pas du tout de background artistique, entre guillemets. Enfin, moi, j'ai fait mon lycée, mon collège, mon lycée, mon étoile de jeux vidéo, et mes études, c'était fini. À 21 ans, j'étais, entre guillemets, sur le marché du travail. Et du coup, je connaissais pas spécialement le concept des résidences artistiques. Et un beau jour, on va dire, j'ai lancé Arte et il y avait un documentaire, du coup, sur la Villa Médicis. Donc, Villa Médicis, qui est une résidence artistique française la plus ancienne. Donc, on en reparlera un peu après. Et en fait, après avoir vu ce documentaire-là, je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait. pourquoi on n'a pas ça pour le jeu vidéo et... Alors, pour les gens qui s'inquiètent du style, je ne sais pas ce que c'est une résidence artistique, ne vous inquiétez pas, ce sera défini plus tard dans la présentation, pas de problème. Oui, j'ai prévu. Parce que moi non plus, je ne connaissais pas jusqu'il y a très peu de temps. Et d'ailleurs, on va pouvoir parler du plan, j'imagine, parce que bon, pour ma Ah oui. présentation, c'est un peu globalement fait. J'ai Sauf vu sur si la je slide fais, d'avant, ceci dit, que tu avais un truc sur la Global Game Jam, tu as participé du coup oui. Ok. Oui, j'ai fait, c'est ce que je disais qu'à Paris, j'ai fait beaucoup de game jam, en fait. Ah oui, dont la Donc Global souvent, Game. Ok. voilà, donc, c'était pour dire en mode, il y a eu des jams à cette Mm. période, j'en ai fait une quinzaine, je pense, en 4 ans. Et bon, là, j'ai un peu arrêté, on va dire, depuis Taco. J'ai fait un peu une pause sur les game jams, mais il faudrait que je m'y remette un peu. Mais ça aussi, on reparlera de game jam un peu plus tard dans la présentation. Great. Donc, du coup, la présentation, donc, comme je disais, c'est donc un retour d'expérience sur ma résidence à la villa Kujoyama. Donc, en gros, pour l'introduction, je vais vous expliquer c'est quoi, du coup, une résidence artistique et un peu comment j'ai découvert celle au Japon. Donc après, je vais parler du chemin, donc tous les processus, tout le concours, tous les dossiers et toutes les étapes qu'il y a eu donc entre le moment où j'ai découvert la résidence et le moment où j'y suis entré, parce que c'est un processus quand même assez long. Enfin, c'est sur plus d'1 an, on va dire, donc ça dure quand même un moment. Donc moi, ça tombe bien, c'était pendant la fameuse année d'attente, donc j'en ai profité. Donc après, là, il y aura le retour d'expérience sur la résidence en lui-même, donc je vais un peu raconter tout ce qui s'est passé, les différents axes, parler un peu des artistes avec qui j'étais, de la vie au Japon, un peu tout, comment ça s'est passé. Et ensuite, je vais parler du post-résidence.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé après, quelles opportunités ça a débloqué, qu'est-ce que je fais maintenant. Et après, on fera une petite conclusion. Je pense que ça ira. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est une résidence artistique? Donc, je vous ai mis la définition Wikipédia, donc je vais la dire vite fait. Donc, une résidence artistique désigne l'octroi temporaire d'un espace à un artiste afin de favoriser la création et l'exposition d'œuvres d'art ou l'élaboration de spectacles vivants ou filmés. Elle peut constituer aussi, outre l'accueil en un lieu, à la fourniture par une structure culturelle de moyens techniques, administratifs et ou financiers à ces artistes. Alors, dit comme ça, c'est un peu barbare. Donc donc en fait, il faut un peu revenir à la source. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a cette peinture de notre bon roi Louis XIV sur le côté. En gros, c'est Louis XIV qui a créé, je pense, il me semble, la première résidence artistique française, qui est donc la Villa Médicis, que vous pouvez voir dans les 2 photos en dessous, qui sont la Villa Médicis et la Casa de Velázquez. Et en gros, c'était une forme de mécénat à la base. Donc, globalement, en fait, c'était pour permettre à l'État ou à des entreprises de financer des artistes et de les envoyer dans des pays étrangers, globalement. Donc, typiquement, la Villa Médicis, elle est à Rome. Et en fait, c'est un moyen de faire des échanges culturels entre les pays et de faire du rayonnement artistique international, pour dire ça globalement. Donc, typiquement, du coup, la Villa Médicis, c'est la plus vieille résidence. Elle a donc plus de 300 ans aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu beaucoup de figures illustres qui y sont allées. Et d'où le fait qu'il y ait eu des documentaires Arte dessus que j'ai vus. Donc en fait, pareil, on peut voir du coup que c'est un espèce de château en plein Rome où les artistes sont envoyés pour faire leur projet pendant un an et entre guillemets tout frais payé. Donc c'est quand même, c'est pour ça en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit le jeu vidéo, on n'a pas vraiment ça actuellement. Donc c'est quand même dommage, quoi. Ça serait bien de pouvoir envoyer des créateurs de jeux aussi pendant un certain temps dans des lieux comme ça, surtout pour le jeu indépendant. Oui, parce Mais que ce qu'on n'a pas précisé, on ira. pardon. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tu Non, es le premier créateur de jeux vidéo à être envoyé en résidence artistique. Alors ça, oui et non, on va dire, dans une résidence de l'Institut français, oui. Ouais, Après, il y a ça. déjà eu des créateurs de jeux vidéo, et on reviendra là-dessus, il y a aussi eu des résidences ouvertes aux jeux vidéo, autres que celle à laquelle je suis allé. C'est ça. En tout cas, oui, dans celle à laquelle je suis allé, j'étais le premier, en tout cas. Il n'y avait pas parce qu'il y a une liste de domaines artistiques, entre guillemets, dans la liste de ceux qui peuvent appliquer. Et quand je l'ai fait, il y avait seulement production numérique. Du coup, je suis entré dans cette catégorie-là, mais c'était. Maintenant, il y a marqué jeux vidéo, mais avant, il n'y avait pas marqué. Et du coup, les résidences, ça peut prendre plein de formes. Donc là, on parle de la Villa Médicis, la Villa Pujoyama, la Casa de Velázquez, qui sont un peu les 3 qui sont très prestigieuses, mais et qui sont du coup sur des formats plutôt longs. Genre, typiquement, la Villa Médicis, c'est un an. Avant, c'était même 2 ans. Maintenant, c'est sur un an. Casa de Velázquez, c'est un an. Villa Pujoyama, c'est jusqu'à 6 mois. Et typiquement, il y a plein de résidences en France. Il y a des centaines de résidences. Des résidences françaises à l'étranger, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a qui durent par exemple qu'une semaine, ou il y en a qui sont que de 1 mois ou 2. Mais vraiment, en tout cas, de plus d'un an, ou en tout cas, moi, comme j'ai pu faire 5 mois, c'était vraiment une très bonne opportunité. Et du coup, pareil, toutes ces résidences, il y en a qui sont soutenues par l'État, il y en a qui sont soutenues par différents ministères, il y en a qui sont soutenues par l'Académie française. Enfin, c'est plein d'organismes culturels. Il y en a aussi qui sont soutenus par des entreprises ou des fondations privées. Donc, il y a beaucoup de résidences, par exemple, dans des ruines de cloîtres ou de châteaux abandonnés. Il y a eu des résidences qui sont nées. Il y a plein. Ouais, Ça peut prendre plein de formes et ça peut s'appliquer pour plein de domaines artistiques. Donc, moi, là, j'ai tenté en tant que jeu vidéo, mais typiquement, il y a donc tous mes domaines qui dépendent des beaux-arts, typiquement la peinture, l'écriture, la musique, tout ça, de base, il y en a vraiment des résidences dédiées, typiquement, genre juste pour les musiciens, juste pour les peintres, juste pour les architectes, il y a des résidences dédiées. Et il y en a, du coup, pluridisciplinaires où on peut prendre plusieurs types d'artistes. C'est ça. Ça peut être public, du coup, privé. Je sais pas, du coup, c'est ça. Ça peut être en France, à l'étranger. Ça peut être régional aussi. Il y a pas mal de résidences qui se créent, qui sont organisées par les régions. Donc n'hésitez pas, si le concept vous intéresse, à vraiment chercher. Ça peut être près de chez vous. Il peut y en avoir. Donc voilà. Ça peut aussi être chez vous directement. Il y a des résidences qui n'ont pas non plus de lieu dit, on va dire. Oui, c'est vrai. Et il y en a aussi qui sont payantes d'ailleurs, où tu payes pour être dans la résidence. Bon, après, ça, on va pas faire toutes les sous-catégories, mais en tout cas, ça prend plein de formes. Mais le concept de base, ça reste le fait d'envoyer un artiste dans un pays où
enfin quelque part, pour être entre guillemets concentré sur son projet et se nourrir du lieu et du pays dans lequel il va pour influencer son œuvre, on va dire. Donc là, j'ai récupéré un diagramme de l'Institut français du coup qui avait fait un peu une des recherches sur quelles résidences sont ouvertes un peu aux jeux vidéo. Donc moi, la seule que je connaissais vraiment avant, en tout cas tout ça, c'était Stugan, qui est, je sais pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler. En gros, c'est une seule résidence artistique. Enfin, avant de faire des résidences, je ne l'appelais pas comme ça. Moi, je connaissais juste Stugan et je me disais c'est le programme Stugan, c'est un truc vraiment cool. Où en gros, on envoie des développeurs de jeux indés pendant 2 mois dans la forêt en Suède, je crois. Donc en fait, ouais, c'est un peu le même principe en fait au final. Et donc elle, c'est vraiment dédié jeux vidéo et chaque année, elle prend peut-être une dizaine de projets pour envoyer des créateurs de jeux pendant 2 mois dans la forêt, ce qui a l'air plutôt sympa, dit comme ça. Alors après, en France, on en a quelques-unes aussi propres jeux vidéo. On a Arles VR, à Arles du coup, qui est une résidence dédiée aux jeux VR, comme son nom l'indique. Et on a plusieurs autres programmes. Donc après, il y a la nuance création numérique et jeux vidéo à faire. Donc il y en a beaucoup qui sont ouverts à la création numérique et qui s'ouvrent petit à petit à plus de formats numériques. Donc typiquement, par exemple, les vidéastes aussi sont concernés pour ce genre de résidence. Typiquement, moi, à la Villa, il y avait d'autres artistes numériques qui faisaient des applications en AR, par exemple, Thomas Pont et Julie Stephenchain, qui faisaient une application en AR. Donc ça, ou par exemple des trucs AR en mode dans des musées, par exemple. Genre typiquement leur application AR, elle fonctionne au musée de la Chasse à Paris. Bon là, on peut plus trop aller dans les musées en ce moment, mais on peut le trouver là-bas. Mais en tout cas, il y a toutes ces choses-là. Il y a, par exemple, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais en tout cas, il y a des résidences dédiées. Et il y en a de plus en plus qui vont commencer à s'ouvrir avec le temps. D'ailleurs, il y en a en France qui ont commencé à réfléchir sur créer des résidences artistiques propres pour le jeu vidéo en France. Donc j'espère que ça va se faire, parce que c'est quand même des bonnes opportunités qui peuvent permettre à des artistes et créateurs de jeux qui n'ont pas spécialement les moyens, comme moi typiquement, d'avoir une période en tout cas dédiée pour bien faire leur pré-production, si on veut. Parce que bon, après le jeu vidéo, c'est qu'un domaine où c'est quand même assez long, donc c'est pas toujours. Même moi, 5 mois, enfin, en 5 mois, je pourrais pas faire le jeu entier, quoi. Mais en tout cas, du coup, voilà pour un petit overview sur les résidences qui se passent au niveau résidence artistique et jeux vidéo. D'ailleurs, l'Institut français m'a aussi parlé de choses qu'ils sont en train de faire. Donc, j'en parlerai plus tard dans la vidéo aussi. Mais en tout cas, des choses se font et vont continuer à se faire. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, c'était très Donc, artistique, beaux-arts, art contemporain, comme dit Adrien dans le chat. Mais effectivement, c'est vraiment ce que tu dis, c'est en train de s'ouvrir aux jeux vidéo. Moi, je sais que ça s'ouvre aussi aux vidéastes du web. Il y a même des résidences comme Frames, par exemple. Enfin, il y a des... Ou YouTube, le YouTube Space organise des résidences pour les vidéastes Internet. Donc, c'est vraiment de plus en plus, c'est un concept qui se développe de plus en plus. Donc, c'est vraiment à surveiller, quoi, pour tout le monde. Je te pose et moi-même, j'avais aussi beaucoup d'a priori. Comment Je disais, moi aussi, j'avais beaucoup d'a priori au début en entrant dans ce milieu-là, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, ni comment je serais perçu en venant du jeu vidéo. Je me voyais un peu comme on veut dans les animés japonais où il y a la nouvelle qui arrive dans l'école et que tout le monde la juge. Je me voyais un peu comme ça, en fait, au début. Mais ça, spoiler alert, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais du coup, là, on va parler la Villa Kujoyama en elle-même. C'est quoi les spécificités de cette résidence-là? Donc, c'est une résidence qui a bientôt fêté ses 30 ans. Donc, elle a été créée en 92. Donc, elle dépend de l'Institut français, donc qui, lui, dépend du ministère des Affaires étrangères, il me semble. Donc, c'est à Kyoto. Kyoto, qui est quand même une ville magique. Il n'y a pas d'autre de meilleur mot, je pense, pour Kyoto. Donc une très bonne ville. Donc elle a plusieurs formats de résidence. Donc il y a le solo, donc envoyer un artiste en solo là-bas, donc comme moi, ce que j'ai fait. Il y a binôme, donc on envoie 2 artistes français. Ça aussi c'est assez large parce beaucoup de gens pensent qu'ils ne prennent que des artistes français. En fait, la condition c'est qu'ils résident en France, quoi. Globalement, c'est francophone plus que français. Donc typiquement, moi, il y avait un Belge, il y avait un Suisse, mais qui vivent en France. Donc il y a binôme. Et il y a aussi duo. Donc là, en fait, c'est en mode, on prend un artiste français et un artiste japonais et ils vont être en duo sur un projet à la villa. Donc typiquement, pareil, typiquement le Belge. Donc Simon Mours, il était en duo avec Tomoe Kobayashi en même temps que moi à la résidence. Donc eux, c'était des marionnettistes. On en reparlera aussi un peu plus tard.
Donc pareil, typiquement, la durée de la Villa Kujoyama, la résidence, elle est de 2 à 6 mois. Donc tout le monde n'a pas la durée maximum. Moi, j'ai eu 5 mois, donc j'étais plutôt dans les chanceux, on va dire. Mais il y en a qui ont eu que 2 mois, par exemple. Bon, c'est déjà ça de prix. Donc, moi, je me dis, en 2 mois, j'aurais pas fait grand-chose, malheureusement. Mais en gros, cette résidence, elle a 6 studios. Donc elle a 6 studios plus un studio de passage. Donc elle peut accueillir 6 artistes en même temps. Donc c'est des studios quand même assez grands, 60 mètres carrés. Moi, quand je compare aux 13 mètres carrés que j'avais à Paris, quand je suis arrivé là-bas, j'étais en mode, ouais, c'est quand même pas mal. On a de l'espace, on peut faire des choses. Donc, bien sûr, comme je disais, tout est pris en charge. Donc, on est aussi indemnisé. Donc, typiquement, on était payé, rémunéré, entre guillemets, plus de 2 000 € par mois, qui est quand même vraiment beaucoup. En tout cas, moi, je me dis, c'était globalement des conditions de luxe que j'aurais pas pu avoir, j'aurais jamais pu profiter du Japon à ce point. Et je pense pas que ça se reproduira aussi de reprofiter du Japon dans un tel cadre, aussi bien, quoi. En tout cas, il y avait zéro pression financière, zéro pression, on est logé, du coup. Donc, dans la ville, les studios sont dans le lieu, hein. Donc, on peut voir sur la photo, on voit les plafonds. Il y aura d'autres photos plus tard aussi du cadre, où on verra ça un peu. Donc, du coup, l'Institut français prend aussi en charge le visa. Parce que ça, le visa, c'est quelque chose qui est pas toujours facile à avoir. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont les résidences de plus de 3 mois. Parce qu'au Japon, à savoir que, on peut aller au Japon 3 mois sans visa. Enfin, jusqu'à 3 mois sans visa. Donc, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, mais le Japon est ouvert à ce niveau-là. Mais en tout cas, au-dessus de 3 mois, s'il n'y a pas de visa, on ne peut pas rentrer. Donc, du coup, ils fournissent un visa culturel. D'ailleurs, c'était assez marrant, parce que quand on va à l'ambassade du Japon à Paris pour poser le visa, entre guillemets, dans le formulaire, il y avait une case exprès, limite Villa Kujoyama, quoi. C'est bon, tu coches ça, c'est bon, tu as le visa culturel. Donc, du coup, ça fournit le visa. Parce que l'idée, Ils c'est que payent l'avion aussi. même dans la préparation, en fait, tu ne penses à rien, tu n'as rien à réfléchir d'autre que ce que tu vas faire. Et c'est vraiment l'idée de se concentrer sur ton projet artistique. Et en l'occurrence, toi, c'était ton jeu et tu n'as rien d'autre à réfléchir. Pas de loyer, le salaire, c'est bon, c'est pris en charge, le voyage, c'est pris en charge, le visa, tout ce qui est administratif, c'est pris en charge. Tu n'as rien à réfléchir d'autre que clairement. Ta création, en fait. C'est génial. Clairement, et puis surtout parce que ça dure plusieurs mois en fait. Donc des artistes, enfin tout le monde ne peut pas mettre en pause entre guillemets sa vie et partir. Donc typiquement des gens qui vont à la résidence payent toujours leur loyer en France, par exemple. Donc bon, moi j'avais pas ça vu que je suis chez mes parents actuellement, donc je peux mettre des sous de côté, mais mais typiquement il y a toutes cette chose là en fait, c'est vraiment permettre aux gens de partir quelques mois et sans trop se prendre la tête. Après par contre, il faut quand même fournir les papiers, genre les assurances. Parce que bon, on est quand même la fameuse assurance rapatriement de ton corps si tu décèdes, toutes ces choses très joyeuses. Si jamais un Il faut quand sacrifice même y tourne mal penser. pour Christophe. Non, je fais pas ça. Mais en tout cas, il y a quand même de la paperasse à remplir. Il y a, bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, à la villa, il y a un staff qui t'aide de toute façon. Donc, pour tous les trucs un peu d'arrivée, bon, ça, j'en parlerai dans le slide d'après, mais en tout cas, il y a un support sur place. Parce que bon, tout le monde parle pas japonais non plus, hein. Donc, voilà. Et du coup, la résidence de son histoire, il y a déjà plus de 400 anciens résidents. Donc, ce qui fournit quand même un réseau. Donc moi, il y en a beaucoup quand j'ai été annoncé, qui m'ont contacté, qui m'ont posé des questions sur mes projets. On s'en rencontre, on en rencontre de temps en temps. Enfin, c'est vraiment un réseau d'artistes intéressant en fait, et c'était vraiment une chance. Enfin, c'est une des raisons qui a fait que moi j'ai voulu y aller, c'était me dire d'avoir l'opportunité pour une fois d'être entouré de gens entre guillemets pas du milieu jeux vidéo pour voir d'autres perspectives aussi et me nourrir de leur créativité quelque part. Donc, qu'est-ce que j'avais noté de plus pour la Ça fait vie, une cette sorte slide-là? de réseau d'anciens élèves, d'alumni de la villa. Et ça te permet aussi d'exploiter ton réseau, enfin d'agrandir ton réseau en Europe, du coup, enfin en France, avec des francophones, tout en étant au Japon. C'est génial. Ouais, bah oui, c'est ce qui est super. Et typiquement, même, oui, ça je l'ai pas marqué, mais aussi, là, entre guillemets, vu quand on devient un alumni, on peut, par exemple, si moi je dois retourner à Kyoto pour peut-être genre une semaine ou quelque chose comme ça, par rapport à mon projet, je peux être hébergé dans le studio d'accueil de la villa aussi, typiquement. Trop bien. C'est aussi donc ça, c'est quelque chose dont je compte me servir à l'occasion parce que j'aimerais bien y retourner là-bas, dans ce manoir perché sur la montagne. Mais en tout cas, la résidence, elle, ce qu'est la Villa Kujoyama, ce qu'elle veut vraiment, c'est être un moment clé dans la vie d'un artiste. Donc moi, c'était vraiment tombé entre guillemets à point nommé dans la transition après le burn-out sur Taco et qu'est-ce que je fais après. C'est arrivé au bon moment pour me remettre en phase. Et
c'est aussi ce que j'ai pas parlé, c'est qu'elle dépend de l'Institut français, mais qu'elle a aussi, du coup, d'où vient l'argent, entre guillemets. Ça vient du mécène principal, donc pour la Villa Kujoyama, c'est la fondation Bettencourt-Schuller. Donc voilà, c'est le mécène principal de la villa. Ils ont aussi leur mot à dire dans les candidatures. Et typiquement, c'est aussi pour ça que la Villa Kujoyama, elle met l'accent sur les métiers d'art. Donc ce qui est pas souvent pris dans des résidences classiques, parce que c'est considéré comme de l'artisanat et pas de l'art, genre fabrication d'objets, des métiers du design. La Villa Kujoyama, du coup, elle a cette spécificité-là aussi en rapport au mécène qui met en avant ces choses-là. Donc typiquement, moi, en métier d'art, on en avait quelques-uns. Il y a des bijoutiers, par exemple. Il y avait Samy Rio qui fait des objets en bambou. Enfin, il y avait il y avait un peu beaucoup de métiers différents, en tout cas. Donc voilà, on peut dire pour les spécificités de la Villa Kujoyama. En tout cas, le truc important qu'il faut se dire, c'est que parce qu'on peut se dire quel est le type de projet qui y entre, déjà, il faut que ce soit un projet en rapport avec le Japon, ça c'est c'est la source. Mais bon, ils reçoivent quand même chaque année des gens qui font des projets qui n'ont rien à voir avec le Japon et qui veulent entrer. Donc, ils m'ont dit dis bien qu'il faut que ça soit quand même un rapport avec le Japon. Et il faut que être sur place, ça soit important, quoi. Donc là, on va parler de la candidature en elle-même. Donc, comme je disais, c'est un processus qui est assez long. Donc, en fait, ils font un appel à projet chaque année. Donc, entre guillemets, ils lancent l'appel à projet, genre, j'imagine, vers novembre en général. Puis, suite à l'appel à projet, du coup, il faut faire le dossier. Donc, la limite de dépôt, c'est jusqu'en janvier-février. Donc, moi, typiquement, mon dossier, je l'ai donné en janvier 2018 pour partir en janvier 2019. Donc, c'est assez long. Donc, qu'est-ce qui est demandé? En fait, ce qui est demandé dans le dossier, en fait, il faut faire un dossier projet. Donc, en gros, c'est une dizaine de pages. C'est expliquer. Donc, il faut faire une biographie, donc raconter un peu sa vie au début. Donc, il y a une page de bio. Il faut faire une page sur le projet, donc expliquer quel est le projet que vous voulez faire, quels sont les différents axes du projet, quelles sont, par exemple, les références, quels sont un peu tout ce que vous voulez faire, montrer, entre guillemets, pourquoi le Japon et pourquoi c'est important. Et il faut aussi une partie sur le Japon. Donc moi, typiquement, mon grand 1, c'était la bio, grand 2, le jeu, et grand 3, pourquoi c'est important que j'aille au Japon, et pourquoi c'est aussi important que les résidences s'ouvrent aux jeux vidéo. J'avais toujours un peu cet axe-là, un peu passif-agressif à la fin, en mode il faut que les résidences s'ouvrent aux jeux vidéo pour aider la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art au sens large, parce que c'est important, je trouve. Et... Donc du coup, il faut... Mais du coup, on t'impose pas un sujet, par contre. C'est vraiment ton projet de base. Toi, tu arrives avec ton bagage et tu proposes. C'est pas... Oui, clairement. Voilà. Ok. C'est pas une commande, il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation de rendu à la fin de la résidence non plus. Hein, parce que la Villa Kujoyama, typiquement, elle se décrit beaucoup comme une résidence de recherche. Parce que bon, ils ont conscience qu'en 6 mois maximum, il y a très peu d'artistes qui peuvent finaliser leur projet. Surtout que au Japon, le temps que les relations se mettent en place est plutôt long. Comparé à certains pays, il y a toujours plusieurs rendez-vous avec les Japonais, Donc, ils se définissent comme une résidence de recherche et ils ont aussi conscience que les projets évoluent beaucoup entre le moment où on a fait le dossier et le moment où on arrive sur place. Donc voilà pour rapport au dossier. Mais typiquement, ils veulent vraiment qu'on montre qu'on sait ce qu'on veut faire et que, entre guillemets, on n'arrive pas les mains dans les poches, entre guillemets. Enfin, par exemple, ils demandent d'avoir une liste de contacts au Japon. Donc, montrer qu'on a déjà des contacts sur place et que quand on arrive, on est opérationnel, qu'on sait qui on veut voir, pourquoi on veut là, qu'on ait déjà globalement potentiellement des rendez-vous posés directement en arrivant, quoi. Et ils demandent aussi, je crois, au moins minimum une lettre de recommandation, parce que bon, quand même. Bon, moi, j'en avais 3, du coup. J'avais une de Fibre Tigre, qui est celui qui m'a fait connaître la Villa Kujoyama, typiquement. Donc, merci Fibre Tigre. J'en avais une de Valentin Sèche, donc un illustrateur qui travaille avec moi sur le projet, et j'en avais une autre d'un ancien de Sega, Akiko Mukayama, donc une lettre en japonais. Je me dis que ça a dû aider. Qui lui, c'est celui qui avait traduit la démo de Taco au Tokyo Game Show en 2016.
Donc lui, depuis, c'est vraiment le côté bien avec au Japon, c'est que les Japonais, quand ils veulent t'aider, ils t'aident jusqu'au bout. Ouais. C'est moi, à chaque fois que je viens au Japon, ils me présentent à des gens, il est venu me voir à la villa, il t'apporte à manger dans les salons. Enfin, c'est vraiment le côté accueillant, quoi, où vraiment ils te font te sentir bien et vraiment ils veulent que tu passes un bon moment au Japon, quoi. Donc du coup, il m'avait fait aussi une lettre de recommandation. Donc suite à donc le dossier. Avec le dossier projet, il faut faire un dossier artistique. Donc ça, globalement, c'est un portfolio. Il faut donc voilà, c'est pareil, enfin, je sais pas si c'est 10 pages max, mais globalement, moi, dans le mien, du coup, il y avait une page pour Taco, il y avait une page de mes projets d'avant. J'avais mis pas mal de photos des différents salons que j'ai fait avec Taco. Alors, j'avais mis des photos du Stunfest, j'avais mis des photos du Tokyo Game Show, j'avais mis quelques articles de liens d'articles de presse qu'il y avait eu sur le jeu, parce qu'il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Donc, il était, entre guillemets, il était fini, mais il n'était pas sorti. Donc, il a fallu que je prouve un peu ce qu'il valait autrement. Et, du coup, il faut faire ce dossier-là. Donc, pareil, j'avais aussi mis mes vieux projets dedans. Donc, ça, c'était un peu hésitant. Est-ce que je mets le fangame Pokémon ou pas à la fin? Bon, j'ai dit, allez, on Est-ce montre que je la parle des progression comme ça. sacrifices? Ça, non, ça, non. Mais du coup, voilà, en janvier-février, le dossier est bouclé, on l'envoie. Enfin, ouais, c'est ça par mail. On fait un beau dossier avec, du coup, il y avait 2, 3 autres fiches à remplir qui fournissent, enfin, avec les cases à cocher, quel domaine artistique. Ça, typiquement, pareil, j'étais pas sûr avant de postuler, vu qu'il n'y avait pas la catégorie jeux vidéo. Donc, j'ai envoyé un mail à l'Institut français en mode est-ce que je peux tenter? Ils m'ont dit, on sait pas, mais tenter. Donc, j'ai fait. Donc, il y a ça. Et donc, suite à ça, donc en mai, il y a un oral. Enfin, si le dossier passe la première étape, entre guillemets, de validation. Donc, ça, c'est à la Villa et à l'Institut français qui vérifient tous les dossiers. Et donc, moi, l'année où j'étais prise, on en a reçu 250. Donc, globalement, c'est un peu le nombre de candidatures qu'il y a. C'est ouais, entre 200 et 300 en général chaque année. Et du coup, moi, mon dossier est passé. Donc, j'ai reçu un coup de fil pour me dire, ah, vous êtes pris à l'oral. D'ailleurs, fun fact, j'étais au Stunfest quand ils m'ont appelé, d'ailleurs. Trop mignon. Donc, Et du coup, tu sais combien il y a de personnes qui sont prises par an? Je veux dire, sur les 250 candidatures, tu sais combien il y en a qui sont à peu près validées? en général, c'est entre 15 et Ah 20. ouais, Donc, moi, on était 17. Mon année, on était 17 à avoir été pris. ok, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais du coup, donc il y a l'oral. Donc, comment ça se passe? En gros, on doit venir donc dans ce bâtiment que j'ai mis en photo à côté, qui est le bâtiment de l'Institut français, pas loin de la Tour Eiffel à Paris. Du coup, il y a aussi le ministère, enfin, il y a certains bureaux du ministère là-bas. Donc, ça fait un peu la pression quand tu arrives. Moi, j'étais en mode comment je m'habille, comment j'y vais, je sais pas trop. Et, en gros, on arrive, en fait, on est devant une table de jury. Donc, selon les domaines artistiques, ils réunissent un jury en particulier. Donc, moi, je sais qu'il y avait des gens du service numérique de l'Institut français qui étaient là, typiquement. Pour d'autres, il y avait des gens du domaine de la danse, des anciens artistes, des artistes. Donc, on a un jury comme ça à qui on doit représenter son projet. Et ouais, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Enfin, je savais pas trop comment me présenter, donc au début je me disais ils vont me juger et tout, mais au final non, ils étaient tous super intéressés, ils avaient tous mon dossier sous les yeux, genre ils ont cité typiquement le fait qu'il y avait des street art de Taco dans Paris, genre ils m'ont noté ça, en mode ah on a vu vos street art, je m'attendais pas à ce qu'ils me les sortent. Et en fait eux ils se posaient, quand moi j'ai eu mon oral, ils se posaient surtout la question de comment eux ils peuvent m'aider en fait. Parce qu'ils disaient on voit déjà que vous savez ce que vous voulez faire. Comment on peut nous aider vous, surtout qu'on n'a pas spécialement le réseau dans le jeu vidéo. Du coup là j'ai eu un peu le moment un peu shonen où je leur ai dit même si vous me prenez pas, j'irai quand même au Japon. donc, Waouh. donc ça les a fait rire. Ils m'ont dit ça, faut pas le dire normalement, mais ça les a fait rire. Donc donc ça s'était plutôt bien passé. T'avais une musique épique Et derrière et le point serré? limite limite. En tout cas voilà, donc l'oral ça se passe comme ça. Donc après l'oral, il y a un dernier, ça on le voit pas, hein, c'est backstage. Il y a une dernière sélection par le jury plus le mécène qui revoit tous ceux qui ont passé l'oral et ils font une dernière sélection. Donc il y en a qui sont éliminés à ce moment-là malheureusement pour eux. Et après ils t'appellent pour la sélection. Donc là cette fois pour cet appel-là, moi j'étais au Gamecamp. Donc à chaque fois j'étais dans un salon de jeux vidéo quand on m'a appelé. donc du coup on m'a appelé en juin pour me dire que c'était bon, que du coup mon dossier était sélectionné et que je partirais au Japon du coup dans l'année en 2019. Donc j'étais plutôt content. Et
Et on va dire, du coup, donc suite à ça, il faut faire le dossier pour le visa, il faut faire toute la paperasse, il faut préparer le départ. Donc donc il te donne un dossier à remplir, donc on va demander le visa, il faut signer les contrats. Il y a une petite soirée à l'institut aussi, pareil, du coup pour rencontrer un peu tout le monde et faire une présentation de la villa en elle-même. Donc un peu tout ça. Et du coup, il y avait, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, qu'ils font une évaluation du parcours professionnel aussi avant pour être sûr que les artistes sont au bon moment. D'ailleurs, ça, c'est aussi une remarque que beaucoup de gens m'ont dit, c'est que beaucoup me disent, ah, moi, je suis trop vieux pour pour aller en résidence, tout ça. Et en fait, c'est plutôt faux, en vrai. C'était plutôt même moi qui étais un peu trop jeune, on va dire, parce qu'il demande 5 ans d'expérience professionnelle. Et, j'ai le record du plus jeune, d'ailleurs, à la Villa Kujoyama. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous les âges et c'est vraiment, il n'y a pas de limite d'âge pour entrer dans un truc comme ça. Il faut juste réussir à se libérer plusieurs mois dans sa vie, ce qui n'est c'est pas forcément pratique. Mais du coup, en tout cas, la candidature, une fois que c'est fait, bah, écoute, on est validé, bah, on prépare le dossier, on prend son billet d'avion et on part. Et donc, en fait, l'Institut te demande de dire quelle date tu voudrais pour la villa. Donc, bon, globalement, tout le monde demande les 6 mois, hein, même si tout le monde ne les a pas. Et, bah, après ça, on peut partir. Donc, moi, j'ai eu la période que je demandais. Moi, je demandais de janvier à juin pour pouvoir faire le Beat Summit. Donc, comment arriver et finir sur le Beat Summit, qui est un salon de jeux indés au Japon. Donc, voilà pour la candidature. Donc ça, c'est les différents objectifs que j'ai présentés dans mon dossier. Donc en fait, moi, mes objectifs pendant la résidence, c'était d'établir du coup faire la pré-production du jeu. Donc établir les documents, commencer à établir les documents de GD, de scénario, de personnages. Il y avait cet axe-là. Il y avait un gros axe retrouver la scène indé japonaise. Donc j'avais parlé, par exemple, des salons que j'avais fait au Japon et les contacts que j'avais commencé à m'y faire. J'avais mis en lien le documentaire d'Anne Ferrero, Branching Path, qui décrit bien la scène indé japonaise qui est en plein boom, qui est en plein boom depuis 2014. J'avais un axe du coup personal growth, du coup c'était me remettre de mon burn-out de taco si on veut et me ressourcer. Donc ça c'est un truc qui leur a plu. Et après j'avais du coup faire le prototype du jeu et retourner au Beat Summit. Donc c'est un peu les différents axes du projet. Donc l'arrivée au Japon. Donc donc là c'est le moment où la présentation ça va devenir globalement un album photo, hein. Je vous préviens. Donc typiquement, moi, je suis arrivé en pleine nuit. Donc en pleine nuit, je suis arrivé à 23h, donc j'avais personne pour m'accueillir. C'est un peu stressant d'ailleurs parce que on arrive donc moi à l'aéroport international du Kansai, donc à Osaka. Donc la villa te prend un taxi de Osaka à Kyoto. Donc bon bah déjà faut trouver le taxi en arrivant. Entre guillemets, quand t'arrives, t'as pas de pocket wifi, t'as rien. Donc entre guillemets, ton téléphone, tu peux pas l'utiliser hors des wifi publics. Donc il faut réussir à trouver. Moi ça va, j'avais des bases de japonais, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Et en fait, donc tu trouves le taxi. Donc c'est un taxi groupé au début. Donc ils appellent ça les limousines taxi, il me semble. Et en gros, bah, c'est le taxi qui va de Kyoto à Osaka. Donc ça prend de Osaka à Kyoto, ça qui prend plus d'1 heure hein, quand même. Et en gros, il faut arriver à Kyoto, ils te font changer de taxi pour aller à la Villa Dosa. C'est le moment où moi j'étais pas au courant. Donc le taxi me demande de payer, me fait sortir et il me dit allez dans cette autre taxi. Et je suis en mode mais on m'emmène où, je sais pas. Donc c'était un peu l'angoisse. Mais bon, il m'a emmené jusqu'à la villa et la villa qui est dans la montagne en plus. Donc on grimpait dans la montagne en pleine nuit. C'était un peu spécial et du coup bah j'arrive. Donc ça c'est cette photo là avec le samouraï au fond. Ça c'est la première vue du coup dans la villa. Parce que du coup vu qu'il faisait nuit, j'ai pas vu le bâtiment extérieur directement. Donc j'arrive là en mode bon, où est-ce que je dois être? Parce que les autres artistes qui arrivaient ce jour-là étaient arrivés plus tôt dans la journée, donc eux ils avaient eu le repas avec la directrice et tout, et moi je suis arrivé après, donc c'est un peu arrivé un peu manqué si on veut, mais du coup trouver le studio, donc ils m'avaient laissé le studio ouvert, donc j'ai pu découvrir ce studio, du coup ce beau studio vide, et défaire mes valises. Donc il y a toute la phase d'acclimatation au début en fait à l'arrivée, donc typiquement prendre un pocket wifi pour pouvoir utiliser mon téléphone hors de la villa, parce qu'à la villa il y a une box, donc une fois dans la villa on a une box. Après il y a tout le truc dans les prises au Japon sont pas les mêmes, donc il fallait aller au supermarché acheter des adaptateurs. Donc typiquement bon à ce moment-là j'ai aussi acheté une machine à takoyaki parce qu'il faut. Ouais, qui fait beaucoup réagir le C'est un chat. peu... Ils sont bloqués sur la machine à takoyaki. Je crois qu'il y a un peu de Ah bah c'est jalousie. première semaine j'ai acheté la machine hein, de toute façon directement. Faut se respecter hein, quand même. Mais en tout cas, il y avait ça, il y avait le métro, prendre le métro la première fois. Donc moi, j'avais déjà une carte Suica qui me restait. Donc je savais globalement comment faire. Mais typiquement, dans mes précédents voyages au Japon, j'étais toujours venu avec l'argent en liquide déjà sur moi. Donc j'avais jamais retiré de l'argent.
Parce qu'à savoir que dans beaucoup d'endroits au Japon, on prend pas la carte bleue, hein. Ils sont encore très liquides. Même si bon, si on va dans le Pokémon Center, ils prennent la carte bleue. Mais mais bon, dans certains supermarchés ou enfin, je veux dire dans certains restaurants, par exemple, ils prennent pas la carte. Donc il faut toujours avoir du cash sur soi, ce que je ne fais jamais en France, mais au Japon, oui. Donc il y a toute cette phase-là, apprendre à vivre sur place, commencer à rencontrer les gens, aller au supermarché faire les courses. Donc évidemment, j'ai fait l'erreur la première semaine d'aller faire mes courses au combini. Donc globalement, le combini, c'est les magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24 et qu'on voit souvent. Ben, c'est un peu le truc au Japon où tu es en mode ah putain, c'est vraiment trop bien quand tu y vas. Et après, une fois que tu es sur place, tu fais ouais, mais faire tes courses au combini, c'est quand même cher et il y a quand même pas grand-chose. Donc il faut aller dans les vrais supermarchés. Donc il y a eu cette étape-là, aller au vrai supermarché, trouver dans les rayons les bons trucs, parce que des fois tu sais pas trop ce que c'est de l'extérieur. Enfin, donc là, j'étais bien content d'avoir quelques bases de japonais qui me restaient du lycée. Donc c'était un peu toute la risée. Ça s'est un peu passé comme ça. J'ai été un peu malade au début, mais c'est vite passé. Donc la villa en elle-même, donc comme vous pouvez voir, c'est ce beau bâtiment assez, je sais pas, il dégage quelque chose, je trouve. Lui, il a été fabriqué en 1924, le bâtiment. Enfin, à la base, c'était un centre de l'Institut franco-japonais, qui était du coup pour l'Institut, c'était pas une résidence directement. Et en fait, c'est un lieu qui a été abandonné pendant près de 50 ans dans la forêt avant d'être récupéré du coup pour faire une résidence. Donc c'est là où il a été refait et il a été bâti par Kunio Kato et qu'il a ainsi été inspiré par les abbayes françaises, dont l'abbaye de Rochemont, je crois. Donc c'est vraiment un truc qui était pour le franco-japonais. Il a été bâti dans cette optique-là, donc mélange d'architecture française, japonaise et de vraiment donner ce côté-là. Donc il y a vraiment un côté retraite spirituelle parce qu'on est dans la montagne, il n'y a aucun bruit à part les animaux. Donc il y a des singes par exemple qui viennent, il y a des sangliers, il y a des renards, il y a tout. Enfin moi je faisais ma vie de princesse Disney si on veut. Tous les jours je mettais à manger dans le jardin et je voyais les animaux qui passaient. Bon un jour on a vu un renard blessé donc j'ai mis à manger à partir de ce moment-là pour qu'il puisse se manger un peu. Et typiquement les studios sont pensés pour la concentration en fait parce qu'en fait il y a une grande terrasse, un balcon et de cette terrasse il y a une super vue sur Kyoto. Typiquement, tous les studios, ils sont tous tournés vers la montagne, en fait. Donc, quand on travaille, on n'a pas la vue sur la ville, en fait. On a vraiment la vue sur la nature. Donc, ça a été vraiment pensé pour ça. Donc, il y a pas mal d'espace. Donc, bon, chaque artiste a son studio. Donc, en fait, chaque studio a sa cuisine, sa salle de bain, sa chambre et un grand espace. Donc, en fait, entre guillemets, on peut rester vraiment solitaire si on veut. Et globalement, même l'année où j'y suis entré, c'est la première année où justement les artistes ne pouvaient venir que tout seuls. Parce que typiquement, avant, les artistes pouvaient venir avec leur famille ou leurs enfants à la résidence. Ils ont interdit ça, parce qu'ils en ont eu marre au bout d'un moment. Je crois qu'il y a eu une année où il y a eu au moins 7 enfants et c'était un peu compliqué. Donc du coup, ils ont arrêté ça. Et puis surtout, en plus, ça devient dangereux. Par exemple, l'été, il y a les mukade, qu'on appelle ça, qui sont des espèces de mille pattes venimeux, donc qui arrivent dans la montagne. Donc les enfants, c'est un peu dangereux, on va dire. S'ils viennent se faire piquer par le mille-pattes et qu'ils sont paralysés, ce serait un peu dommage. Donc c'est un peu arrêté, mais en tout cas, c'est vraiment vivre dans la nature où on voit évoluer la nature. Et c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a nourri spirituellement, si on veut. Donc la journée type, on m'a demandé. Donc ça, typiquement, là, le chemin, l'espèce de temple qui fait peur, ça, c'est le chemin dans la montagne pour monter vers la villa. Ça commence comme ça. Donc typiquement, journée type, chaque artiste fait un peu son planning. Donc, et ça change vraiment et ça évolue vraiment beaucoup au cours de la résidence. Donc parce qu'au début, on fait ces trucs et après, on a des nouveaux projets qui naissent au fur et à mesure. Donc moi, typiquement, je suis pas beaucoup sorti de la résidence au début et même pendant toute la résidence, je suis pas parce qu'il y a des artistes qui vont visiter le Japon, qui vont loin faire des recherches. Moi, je suis vraiment resté à Kyoto. Il y a juste un moment où je suis allé une semaine à Tokyo pour voir des professionnels. Et du coup, moi, j'ai vraiment fait un Google Calendar. Donc tous les matins, j'avais ma séance fitness, j'avais ma page de kanji. D'ailleurs, je les ai là. Tous les jours, des pages de kanji comme ça. Pour faire des cours. J'avais mes cours de japonais. Du coup, je prenais des cours à la villa. Donc j'avais un prof qui venait sur place, du coup, 2 fois par semaine. Donc j'avais mes cours, le machin, mon fitness, me faire la cuisine, aller faire les courses tous les lundis. Tous les lundis d'ailleurs, on avait commencé à faire des séances cinéma avec les autres artistes. Donc on avait quand même des moments comme ça ensemble. Et chacun fait vraiment son planning. Donc moi, j'étais vraiment concentré sur mon projet, à rester dans mon studio et à travailler. Donc comme je peux le faire en France, mais bon, au Japon. et, et typiquement, le premier mois, j'ai vraiment fait que des recherches. Et à partir du deuxième mois, j'ai commencé à travailler sur le prototype du jeu. Donc on peut voir une image du proto vite fait
Et chacun aussi fait sa déco dans son studio. Donc moi, typiquement, il y avait des peluches un peu partout, bah, comme ce qu'il y a derrière moi actuellement. Ça s'est fait là-bas aussi. Donc, mais ils étaient tous contents de voir ça. J'ai apporté un peu l'univers jeu vidéo. Mais une journée type, c'est un peu ça, quoi. Chacun fait son planning et chaque artiste a vraiment une expérience du coup complètement différente de la résidence. Donc, du coup, comme je disais, c'est un truc, un organisme d'État, si on veut. Une résidence, c'est pour les relations publiques. Donc, on a beaucoup de relations publiques, politiques, entre guillemets, si on veut. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de soirées à l'Institut franco-japonais. Du coup, typiquement, on a mangé la galette des rois en janvier avec les gens influents, on va dire. Il y a une résidence allemande à Kyoto aussi, une résidence artistique allemande qui s'appelle la Villa Kamogawa. Donc, on est aussi allé chez eux pour quand ils faisaient leur soirée de présentation des artistes. Euh, il y avait, par exemple, il y a aussi des fois des délégations. Par exemple, il y a la photo qui est là, c'est une délégation de la mairie de Paris qui est venue visiter la villa. Donc, il y a souvent des trucs un peu, pas politiques, mais un peu, voilà, où il faut être bien habillé et un peu officiel. Et typiquement, à la villa, on a même assisté une fois à une cérémonie de remise de médailles de chevalier d'art et des lettres, donc de Tetsuya Ozaki. Donc moi, je me dis, bien, j'ai pu assister à ça, quoi. Et c'est quand même quelque chose de rare où bon, ben, on est quand même dans le lieu public. Donc c'est à partir de là aussi où j'ai quand même commencé à beaucoup sortir ma veste bleue, la fameuse veste indé que je n'ai pas mis aujourd'hui parce que ça serait un peu trop pour cette présentation. Mais en tout cas, on a beaucoup de rendez-vous pro et on doit souvent ben, parler de la villa et être un peu communiqué sur la villa, si on veut. Donc c'est aussi un très bon exercice là-dessus. Donc bah, typiquement la vie avec les autres artistes. Donc là, donc comme je l'ai déjà évoqué un petit peu, donc bah, là c'est les 5 premiers artistes qui sont arrivés du coup en janvier, donc tous avec moi. Donc il y a Camille Mutel qui est danseuse, il y a André Baldinger qui est typographe et il y avait Simon et Tomoe Kobayashi qui sont marionnettistes. Donc bah on vivait tous ensemble en fait. Donc c'est un peu, enfin c'est un peu le côté Teresa aussi. On est vraiment tous au Japon dans une maison, même si on a chacun notre espace, on se croise régulièrement, on va souvent au restaurant, on sort, on va faire les marchés, les événements, les matsuri. Enfin typiquement les photos c'est ça, hein, c'est que mais aussi les karaokés. Hein. Ça au Japon on n'y échappe pas. Donc moi c'est quelque chose qui me faisait peur au début, mais bon on s'y fait. Et moi j'avais un peu pris le rôle de la maman sicilienne dans le groupe, donc je faisais les takoyaki typiquement et quand j'en faisais, j'ai toqué aux portes et je leur en apportais aux autres. Et dans les fameuses soirées cinéma qu'on faisait tous les lundis, donc chaque lundi un artiste choisissait un film et on regardait, on en parlait. Donc moi j'avais choisi Belladonna, le film d'animation qui est derrière. Mais bon, petit à petit, ça au cinéma se sont changés en soirée buffet où on faisait vraiment rapporter tout à manger et ça devenait vraiment un gros truc. Mais du coup, ouais, on vit avec des artistes, ça devient vraiment des amis, quoi, limite des gens de sa famille, quoi. Enfin, on discute de tout, on sort, on vit le Japon ensemble, en fait. Donc, il y a toujours des découvertes. C'est un peu le côté magique dans tout ça. Les moments où on se dit, ah, on fait quand même bien d'être au Japon, dans le taxi en rentrant après un truc, où t'es vraiment, ouais, c'est bien quand même. Donc, il y a vraiment tout ce côté-là aussi où on voit les projets des autres artistes évoluer et on en discute, quoi. Donc, c'est quand même Il y assez a passionnant. une vraie communauté qui se crée, enfin vous devenez une vraie communauté, ouais, un peu comme en colonie de vacances, mais de travail du coup, où vous Ouais, développez des liens, voilà, vous avancez ensemble dans un lieu à part de ce que vous connaissez au quotidien. Et encore une mm, fois, l'idée de se recentrer sur son travail et de, d'absorber aussi tout l'environnement, donc que ce soit autant les autres artistes que le Japon en l'occurrence que le surtout. Japon. Mm. 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 Oui, et d'ailleurs, c'était aussi un peu le côté triste, c'est que bon, bah, tout le monde n'avait pas tous les mêmes durées de résidence. Donc, au fur et à mesure, on en voit partir, d'autres arriver, et la dynamique de groupe qui change complètement à chaque fois. Donc, moi, là, typiquement, j'avais 5 mois, donc ils sont tous partis avant moi, les premiers, donc j'étais un peu à la fin, j'étais un peu, mais non! C'est un peu triste. En mode, c'est à qui le tour, quoi? Le prochain à mourir, c'est qui? Ça, c'était, enfin, voilà, quoi. Mais c'était un peu triste, mais bon, d'un côté, voilà, c'est des rapports humains et ça donne vraiment, ça nous fait vivre une vie entière dans une autre bulle, quoi, globalement. Donc il y a aussi la vie culturelle à Kyoto, donc ça, c'est des choses qu'on a tous partagées, aller sur les marchés, voir le pays évoluer. Donc moi j'ai eu la chance du coup d'être là pendant la période des cerisiers, typiquement. Donc on a pu voir les cerisiers en fleurs, faire le Setsubun au printemps, donc qui est le rituel où il faut chasser les démons. Donc ça, la village était content. Vu qu'on avait Tomoe Kobayashi du coup parmi nous, qui est japonaise, elle connaît les traditions.
Donc elle nous a fait faire le rituel pour chasser les démons de la villa au printemps. Vous avez jeté les haricots. Ouais, on l'a Trop fait, bien. on l'a fait. Mais, euh, mais typiquement, même, bon, après la villa, il y a pas mal de. C'est un peu hanté, on dirait, si on veut. Même, bon, c'est rigolo, hein, mais bon, en tout cas, la directrice était contente qu'on ait fait le rituel. Ah ouais, quand même. Hein. Donc déjà, la photo de tout à l'heure, elle Mais, faisait peur, et maintenant, tu nous dis que c'est hanté et qu'il y a des mille pattes. non, 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 mais c'est joli, en vrai. Il y avait la neige à des moments, il y a les singes, enfin, il y a plein de choses. En tout cas, Kyoto, donc, bah, c'est vraiment une ville d'histoire où il y a des temples tous les 200 mètres, il y a des temples. Enfin, il y a plus de 1000 temples dans la ville, hein. D'ailleurs, dans les temples, on peut acheter des cahiers où on peut faire les stamps du temple. Bon, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai vu trop tard, donc du coup, je me dis, bon, je vais pas retourner dans tout le temple que j'ai déjà fait pour faire le tampon. Mais en tout cas, il y a vraiment une vie culturelle riche. Et la villa, d'ailleurs, nous met beaucoup en rapport avec tout ça. Donc, dès qu'il y avait un événement, genre, par exemple, les marionnettistes et la danseuse, ils s'intéressaient beaucoup au bunraku, qui est un espèce de théâtre japonais. Donc, dès qu'il y avait ça, ils étaient mis au courant. Quand il y a un moment, il y a eu une histoire de compétition de sumo, on a été mis au courant, des choses comme ça. Nous, on est allé voir le Kyodori, qui est le spectacle des Maiko, donc des geishas en formation. Donc ça, c'est un peu la scène. On n'a pas le droit de prendre les geishas en photo, donc j'ai juste mis la scène où il y avait plus de 50 geishas sur scène et vraiment, on peut se rendre compte des références qu'il y a dans les jeux japonais. Typiquement, les panneaux coulissants là, dans les spectacles de geishas, moi, j'ai dit dans ma tête, ça m'a fait Paper Mario en fait directement. J'ai dit ça me rappelle des effets et c'est vraiment enfin voir la ville évoluer en fait on évolue dans la ville, on voit la ville changer avec les saisons, les animaux qui arrivent. Bon après il y avait des sangliers aussi dans la montagne donc c'était un peu dangereux des fois, mais bon c'était enfin vraiment c'est une expérience assez riche à ce niveau-là et c'est vraiment intéressant en tout cas. Et d'ailleurs bon bah après on fait aussi beaucoup de rencontres, donc au début j'étais beaucoup avec les artistes, après moi je rencontrais des gens du jeu vidéo, des gens des dates aussi hein, de temps en temps, hein. Et du coup on voit enfin on vit aussi et de vivre ça nourrit aussi la création. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc j'avais aussi ressorti Pokémon Go pour sortir et tout. Du coup je faisais du Pokémon Go, je trouvais des temples, dans les temples. Enfin en tout cas il y a vraiment un rythme particulier de vie à Kyoto et où vraiment, enfin en 5 mois en tout cas j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une vie complète dans là-bas quoi. Et une part de nous y reste quelque part. C'est un peu ce qui est toujours un peu triste. Mais du coup j'en ai profité du coup pour faire des recherches comme je disais pour mon projet. Donc ça, c'était là, on part un peu plus sur le projet en lui-même. Donc au niveau recherche, moi, mon jeu, c'est un jeu qui parle du thème du secret. Donc c'est un jeu, bon, il est un peu dans la même démarche que j'avais pour Taco, qui est de reprendre des codes classiques du jeu vidéo et rendre hommage au jeu japonais, mais en essayant de raconter quelque chose de nouveau avec ces codes-là. Donc Taco, c'était la Game Boy, et là, le projet qui s'appelle Himitsu pour l'instant, qui lui est en mode Game Boy Advance. Donc, du coup, je suis allé dans les magasins de jeux rétro, j'ai cherché les références, dont j'ai trouvé quelques-unes, comme par exemple ce petit Golden Sun, ce, petit, ce petit Illusion of Gaia, voilà, par exemple. Mais en tout cas, aller chercher les jeux, prendre le temps de jouer aux références, ça, c'est ce que j'ai fait le premier mois. Donc, typiquement, j'ai fait Mother 3 à l'occasion, que j'avais jamais fait aussi. Donc, faire les recherches. Moi, mon jeu va aussi parler un peu de la scène drag et du drag en général. Donc, bon, bah, le drag, on a un peu tous maintenant la vision mainstream, RuPaul et compagnie, où moi, quand j'allais à Paris, je voyais un peu les soirées un peu drag qu'il y avait là-bas, mais typiquement, aller voir les soirées drag qu'il y avait à Kyoto, c'était complètement autre chose. Donc, c'était intéressant de voir les différences d'un même média, enfin, d'une même forme d'art un peu partout dans le monde. Donc, typiquement, il y avait à Kyoto, c'est une fois par mois, mais au club métro, il y a la soirée Diamonds Are Forever, qui est la soirée drag queen mensuelle de Kyoto. Donc j'ai ramené les artistes de la ville, on y est tous allés ensemble là-bas, même la directrice elle est venue. C'était bien sympa. Et du coup ça faisait partie des recherches, donc tout le premier mois où j'ai pris le temps de faire la pré-prod, quoi. Enfin le début, hein, parce que la pré-prod elle est même aujourd'hui entre guillemets elle est bien plus avancée, mais entre guillemets ça évolue toujours la recherche. Donc il y a toute une phase de recherche. Bon, et moi, comme je disais, il y avait ma phase de remise en forme aussi qui était importante. Donc bon, bah typiquement, on vit dans la montagne, donc je fais vivre dans la montagne. Donc là, typiquement, ça c'est le chemin par lequel on passe pour rentrer. Donc avec plein de vieilles maisons typiques japonaises. Il y avait un temple d'ailleurs, le Imukai Daijingu, donc qui est un des plus vieux temples de Kyoto, qui est juste au-dessus de la villa. Ça c'est vraiment, tu peux juste sortir et te balader dans la montagne en fait, ce que moi je faisais de temps en temps. Et du coup, moi, je faisais mon fenêtre tous les matins, donc j'ai perdu 10 kilos au cours de la résidence, qui était un des objectifs. Parce que bon, pendant 4 ans à faire taco, j'ai pas vraiment pris soin de moi, si on veut. Donc j'ai un peu travaillé ça. Du coup, je faisais mes pages de kanji tous les jours, essayer
d'apprendre le japonais, d'en profiter, parce que le fait d'être sur place, c'est vraiment un accélérateur. Vu que les caractères, moi j'écrivais mes kanji, mais la journée dans le métro, je les voyais sur les arrêts, et donc, du coup ça rentre. Du coup, il y avait tout le côté retraite spirituelle de la villa, il était aussi là-dedans, entre guillemets, rassembler mon corps et mon esprit, si on veut. C'est ce qu'on me disait comme objectif avant d'y aller. Voilà, faire reprendre son souffle après 4 ans intenses sur Taco et vraiment réfléchir à ce que je veux faire, pourquoi je le fais. Et en tout cas, moi, ça m'a donné de la confiance en moi en tant qu'artiste et me fait me dire que ma démarche n'est pas déconnante, quoi, si on veut. Donc, il y a aussi dans mon projet tout l'axe rencontre avec la scène indé. Donc, à savoir que la scène indé au Japon, elle est beaucoup drivée par les expatriés. Donc, parce que au Japon, il y avait toute la culture du dojin, qui est le jeu entre guillemets, pas amateur, mais le jeu passion et qui est distribué gratuitement. Donc, le côté indé, se faire de l'argent avec sa passion, ça c'est vraiment plus venu des étrangers qui sont partis au Japon. Donc, il y avait des meet-ups. Donc, il y avait le meet-up Kyoto Indie, donc qui est géré par 2 Français d'ailleurs, Thomas Olson et Marie-Aurore Morfois, à qui je fais coucou, même si je pense qu'ils dorment à l'heure actuelle. Donc, il y avait ce meet-up-là où je suis allé parler de taco et tous les mois, on y allait. Il y avait le meet-up Ichi Pixel à Osaka. Donc, Osaka et Kyoto, c'est vraiment proche. En 1 heure de train, si on arrive à prendre l'express, on peut y être. Donc, c'est pratique. On peut aller dans des villes un peu différentes. D'ailleurs, l'ambiance de ville entre Kyoto et Osaka est complètement différente. Donc, il y avait un meet-up là-bas. Et typiquement, à Kyoto, tous les mardis, il y avait le Taco Tuesday. Donc moi, quand on m'a dit ça au début, je me suis dit, takoyaki, non. En fait, c'était bien les tacos mexicains. Le truc que Donc j'étais un peu déçu, mais bon, en gros, c'est les employés des 3 gros studios d'expatriés de Kyoto qui sont Q-Game. Donc Q-Game, c'est par les anciens d'Argonaut qui avaient créé Star Fox. C'est leur studio actuel, qui font les Pixel Junk. Il y avait le studio V-Take, le studio 17 Bits. Donc ces 3 studios-là, en fait, ils vont dans un bar et dans un restaurant mexicain tous les mardis pour manger des tacos. Et du coup, c'est un peu le rendez-vous hebdomadaire où où je vais aller voir un peu les gens. Donc ça finissait souvent au bar après. Ça fait partie du truc. Donc il y avait tout ce côté, aller voir la scène indé et revoir un peu tous les contacts que j'avais commencé à me faire au début. J'avais décroché un rendez-vous chez Nintendo aussi où j'ai pu aller parler de mon projet directement. Donc maintenant, j'ai plus besoin d'éditeur si je veux sortir mon jeu sur Switch, entre guillemets. Donc c'est des choses qu'on peut prendre comme ça. Donc là, pareil, si vous voulez en savoir plus sur la scène indé, je vous recommande de voir le documentaire Branching Pass de Anne Ferrero, qui est toujours très actuel et très bien documenté. En tout cas, il y a tout cet axe-là de la résidence sur lequel j'ai travaillé et qui petit à petit a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, typiquement, dans la résidence, on avait aussi la villa, en fait, fait 3 fois par an des open studios qui sont des journées portes ouvertes où du coup, leur réseau, plus le réseau, en fait, on donne une liste de contacts à inviter et où les gens viennent visiter les studios des artistes et assister à quelques performances et voir les projets sur place, pour montrer qu'est-ce qui se passe dans les résidences. Parce que c'est souvent très obscur de l'extérieur ce qui se passe dans les résidences. C'est aussi pour ça que je fais des talks là-dessus et des articles. Donc moi, typiquement, ce que j'avais fait pour l'Open Studio, c'est que j'avais imprimé des sprite sheets et des lignes de code et des morceaux d'éditeur de Unity pour montrer les techniques, comment ça marche derrière. Donc j'avais affiché sur les murs. Bon, bien sûr, dans le studio, il y avait aussi Taco en libre pour jouer et le proto du nouveau jeu, même s'il était vraiment très roots à l'époque, pour montrer un peu qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Et j'avais aussi, d'un autre côté, fait une exposition de jeux rétro pour montrer, moi, comment ces jeux-là m'ont touché, quels jeux m'ont touché, à quelle époque dans ma vie, et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, entre guillemets. D'où j'avais fait 3 box vraiment d'époques différentes pour montrer que les jeux, c'est vraiment montrer aux gens que les jeux, c'est de l'art vraiment, et que ça l'a toujours été, et qu'il y a vraiment des jeux qui nous ont touchés à tous les âges, entre guillemets. Comme peut le faire un film, un livre, comme n'importe quelle autre forme d'art, quoi. Donc j'avais vraiment voulu mettre l'accent là-dessus, et faire une expo au passage. Et c'était vraiment intéressant de voir les gens venir et se dire au début, mais qu'est-ce que ça fout là? Et après, en voyant les jeux, je me rappelle de ce jeu-là, j'avais fait ça à l'époque. En tout cas, ça s'est bien passé. Et au début, du coup, il y a eu très peu de personnes un peu sceptiques. Au début, les gens ils sont un peu en mode, genre, tu passes d'un truc de danse ou d'un truc très graphique à du pixel, qu'est-ce qui se passe? Mais genre, il y en a eu quelques-uns au début qui commençaient à dire, mais le jeu vidéo, c'est pas de l'art, ou c'est pas. Dans les visiteurs, je parle, pas des artistes ni du staff de la ville. Il y en a eu 2-3, mais dès qu'on commençait à parler 2 minutes avec eux, après ils disaient, en fait, si. Parce qu'au début, ils parlaient tout de suite comme dans la. Ce qu'on voit, c'est pas des joueurs, donc ils sont pas au courant.
Et donc, eux, ils voient ce qu'on voit dans la presse. Donc, ils voient Pokémon Go, les gens, ils deviennent débiles, ils jouent à Pokémon Go, ou les jeux qui sont rendus violents. Enfin, on m'a sorti ça à ce moment-là, et j'étais en mode, ah, regardez, non, vous voyez, regardez tous ces jeux dans les vitrines, c'est des jeux qui, moi, m'ont touché, et qui ont touché des gens. Et en tout cas, voilà, il y avait tout ce côté-là, essayer de pas d'évangéliser, mais d'un peu éduquer aussi les gens du milieu artistique aux contraintes et aux choses qu'on a dans le jeu vidéo. Et au final, même avec les autres artistes, on a fait beaucoup de parallèles entre nos différents domaines artistiques. Donc, là, du coup, il y en a 3 par an, et d'ailleurs, ils sont en train d'organiser ceux de cette année. Et du coup, vu qu'ils sont confinés, ils vont le faire en mode live aussi, je crois. Donc, stay tuned sur les comptes de la Villa Kujoyama pour voir ce que font les artistes actuels. Donc moi, après, c'est ce que je disais au début, c'est qu'au début d'une résidence, au début, c'est un peu mou, on est vraiment concentré sur nos trucs, mais petit à petit, plus le temps passe, plus on a des nouveaux projets qui émergent. Donc moi, j'ai été envoyé dans plusieurs écoles aussi pour parler de mon expérience, de Taco, de ce que j'ai fait, de comment je suis arrivé à la villa et ce que j'y ai fait. Donc la première photo, c'était au Tokyo Polytechnic University. Donc donc j'ai été invité par Masanobu Endo, qui est le créateur d'Obsevious. Donc j'étais en mode vous. J'étais un peu. Donc je suis allé à Tokyo. Donc c'est de la semaine où j'étais à Tokyo. Du coup, je suis allé dans une école parlée. Je suis allé à plusieurs fois à Kyoto Seika, donc une université à Kyoto. D'ailleurs, c'était un peu marrant parce que le concept, c'était les intervenants, ils font à manger pour les élèves. Donc bon, moi, au début, j'ai hésité à faire les takoyaki, mais je me suis dit, je sais pas combien de personnes il va y avoir, c'est un peu galère. Donc du coup, j'ai fait de la carbo. J'ai fait le carbonara. Je me dis, bon, ça reste un peu exotique. Enfin, on l'a fait végé quand même. Donc on a fait une carbonara végé, d'où la photo là où, avec Zach, que vous avez peut-être déjà croisé à l'Indicate parce qu'il est souvent là. Zach qui est dans cette école. Et du coup, il y a plein d'opportunités qui naissent petit à petit au cours de la résidence. Et du coup, qui prennent aussi un peu le pas sur le projet, quoi. Ma productivité, elle a fait ouf, et à la fin du projet, c'est bon, on va préparer d'autres choses. Dont en particulier, la Game Jam. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les Game Jam. En fait, la résidence m'a autorisé à organiser une Game Jam dans les murs de la villa. Donc moi, l'objectif, c'était vraiment de montrer la créativité du jeu vidéo et faire participer le réseau artistique de la villa et les différents artistes de la résidence. Donc, faire se connecter la scène indé, du coup, le milieu indé et le milieu artistique, quoi. Et l'objectif, c'était vraiment ça, de rassembler les deux scènes, entre guillemets. Mais du coup, ils m'ont laissé faire, ils m'ont même encouragé à le faire. Et au final, on était plus d'une trentaine, la moitié des gens avaient jamais fait de game jam de leur vie. En plus, on a vraiment une parité homme-femme. Enfin, c'était vraiment le truc parfait. Moi, jusqu'à la veille, j'étais en méga stress. On ne sait pas combien de gens il y aura. Au final, il y avait plus de gens que prévu. Et donc, on l'a fait dans l'espèce de salle un peu chapelle de la villa. En plus, d'où les vitraux. Quand je disais tout à l'heure que c'est inspiré d'une abbaye, ça se voit dans cette pièce-là, par exemple. Du coup, on a pu faire la Game Jam. Moi, la semaine où j'étais à Tokyo, j'étais allé voir Unity, qui nous ont sponsorisé, du coup. Donc, ils nous ont envoyé des bières et des goodies pour les participants. Et du coup, la villa était vraiment contente de ça, de voir en fait que oui, là, ils ont pu voir la créativité du jeu vidéo en direct, entre guillemets. Du coup, ça a vraiment fait pas mal parler. Et au final, c'est quelque chose qu'ils seraient prêts à refaire, typiquement. Donc moi, j'espère pouvoir le refaire avec eux. Si je peux revenir chaque année faire une game jam à la villa, en tout cas, je serais bien content. Mais en tout cas, c'était vraiment bien, enfin, c'était vraiment intéressant. Enfin, moi, c'est la première fois que j'organisais une game jam. Je l'avais jamais, enfin, j'étais toujours participant. Donc, on était bien contents, en tout cas. En plus, la villa, elle avait aussi donné le buffet, donc il y avait bien plein de choses à manger. Enfin, donc là, j'ai pas organisé ça tout seul, hein. Il y avait le staff de la villa, il y avait le staff des Kyoto Indie. On a vraiment essayé de faire ça bien et au final, ça s'est bien passé. Donc, on était plutôt contents. Mais ça, pareil, ça a aussi pris du temps à organiser. Donc, chaque artiste a des nouveaux projets qui émergent au fur et à mesure de sa résidence. Dont moi, c'était celui-là. Et après, comme je disais, le Beat Summit. Donc, j'ai fini la résidence sur le Beat Summit, qui du coup est le gros salon indé à Kyoto. Donc moi, c'est vraiment, en plus, là, j'ai pas eu de chance, parce que d'habitude, c'est toujours en mai que ça tombe. Là, c'est tombé le 1 et le 2 juin. Donc à la base, je devais partir le 31 mai. Donc ça va, j'ai pu décaler l'avion retour. Mais ouais, c'était vraiment moi, du coup, j'étais un peu déprimé au Beat Summit. Pour ceux qui y étaient et qui m'ont vu, un peu désolé, mais c'est un peu la fin de 5 mois un peu assez intense. Donc le Beat Summit, si vous avez l'occasion en tant qu'indé d'aller faire ce salon, vraiment, allez-y. Parce que c'est vraiment, enfin pour moi, c'est un des meilleurs salons indé avec le Stunfest. Enfin, ils ont un peu le même esprit pour moi, assez familial, assez un public de connaisseurs. Mais le Beat Summit a le côté international en plus, où il y a vraiment des indés du monde entier qui viennent. Enfin, c'est là-bas où j'ai pu rencontrer genre Toby Fox ou des gens comme ça. Je te dis, mais
Enfin, voilà, en tout cas, c'est vraiment un bon salon qui va aussi passer live. J'ai appris ça aujourd'hui d'ailleurs. Il va faire des conférences en live cette année, vu que du coup, il est aussi annulé. Donc, stay tuned aussi par rapport au Beat Summit, qui est vraiment un super salon. Donc après, à la fin de la résidence, donc c'est un peu le moment Terrace House où on va dans le taxi. Là, j'ai mis la photo du taxi. Donc, il faut ranger tout le studio, faut partir, quoi. Donc, c'est un peu, assez difficile le retour en France à ce niveau-là. Il y a vraiment une phase de transition où on atterrit, en fait, où on dit qu'est-ce qui vient de se passer dans ma vie? Est-ce que c'est réel? Est-ce que j'ai vraiment été 5 mois dans ma bulle comme ça? Donc, j'ai eu la chance d'ailleurs de voir les tanuki juste avant de partir, d'où la photo. Il y avait des tanuki dans la montagne aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment eu un clash du retour et une impression de vraiment avoir comme eu une vie entière dans une bulle pendant 5 mois et le retour où tout revient comme avant, toutes les contraintes, les problématiques de création de jeux, il faut trouver les financements, faut payer le loyer, faut faire ci, faut faire ça, il y a tout ça qui revient et t'es en mode, ah, j'étais bien là-bas quand même, je serais bien resté plus longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après la résidence? Typiquement, la Villa et l'Institut français font vraiment un suivi des artistes pour le post-résidence. Donc moi, j'ai pu être invité, par exemple, aux ateliers de l'Institut français à Versailles, où parce que l'Institut français, en fait, c'est une grande organisation. Il y a l'Institut français Paris, l'Institut français de Kyoto. Enfin, dans plein de villes dans le monde, il y a des instituts français. Donc là, c'est un peu leur réunion des différents instituts français où ils font des présentations. Donc on m'a invité à parler à cette occasion de mon expérience. Donc c'était un peu la première intervention post-résidence et où du coup ça a débloqué pas mal d'opportunités avec d'autres instituts français qui veulent organiser des choses dans l'année. Par exemple, on m'a demandé pour organiser des game jams au Maroc en fin d'année ou aller faire parler dans des événements en Lituanie aussi. Enfin, ça débloque des projets un peu partout dans le monde, ce qui est plutôt intéressant. Enfin, c'est des choses que j'aurais pas imaginé en tout cas que ça m'arriverait. Moi, j'en ai aussi profité du coup pour aller dans des écoles, parler de art et jeux vidéo, faire un peu le retour d'expérience comme j'ai pu le faire là. Donc il y a un peu tout ça qui se passe après. Il y a pas eu pas mal d'interventions presse aussi. Et, euh, et j'ai aussi moi pris le temps d'écrire mon rapport de résidence parce que là, c'est la seule chose que la Villa demande en fait, c'est de faire un rapport de résidence à la fin. Et moi, ce rapport, j'en ai fait un article que j'ai publié sur Gamasutra, Medium, tout ça. Donc vous aurez le lien à la fin. Mais j'ai aussi pris le temps de faire ça pour vraiment communiquer sur ce qui se passe parce que les gens se disent, enfin, c'est assez obscur de l'extérieur. Qu'est-ce qu'une résidence et qu'est-ce qu'on y fait? Donc, comme je disais, du coup, il y a plein de choses qui se débloquent à la fin. Et il y a aussi le gros salon Viva Villa. Donc, en fait, chaque année, les résidents des trois grandes résidences françaises, du coup, la Villa Médicis, la Casa de Velasquez et la Villa Kujoyama, ils sont invités à présenter leurs travaux dans un festival tous ensemble, donc qui s'appelle Viva Villa. Et du coup, là, c'était la 4e édition, je crois. Du coup, il y avait 51 artistes exposés du coup de partout dans le monde. Il y avait des performances. Moi, on m'avait catégorisé dans performance, ce qui était un peu bizarre, mais bon, voilà. Mais on peut pas tout maîtriser. Et du coup, ça donnait vraiment un dialogue. Et c'était vraiment, enfin, ça s'est passé à la collection Lambert à Avignon, et du coup un musée d'art contemporain. Donc c'était vraiment, du coup, il y avait beaucoup de monde, de gens du milieu de l'art qui sont venus et qui vraiment étaient en mode, c'est la nouvelle génération d'artistes contemporains qu'on va voir. Donc moi, on m'a beaucoup demandé est-ce que vous avez fait les beaux-arts, tout ça. J'étais en mode non. Enfin, moi, j'étais là avec mes jeux. D'ailleurs, en plus, il y avait une peinture derrière, on peut la voir sur le slide. Il y a des gens qui demandaient si c'est moi qui avais fait la peinture. Je dis non, non, moi, j'ai fait des jeux qui sont devant, qui sont là. Mais, euh, mais en tout cas, il y a quand même eu plus de 5500 visiteurs et enfin, c'était vraiment une expo assez complète avec plein de choses intéressantes à voir. Donc, c'était aussi une opportunité pour moi de me dire, j'ai pu ramener du jeu vidéo dans un musée et bon, eux, ça s'est vu qu'ils n'ont pas l'habitude parce que bon, il y a eu quelques soucis techniques, mais au moins, ça s'est fait. Et je me dis, pour ceux qui viendront après, ça sera ça de fait. Donc, il y a ce genre d'opportunité. D'ailleurs, l'expo était sous le commissariat de Cécile Debré, qui est la directrice du musée de l'Orangerie, et elle a rangé les œuvres sous le thème de la fin des forêts, qui était inspiré des travaux d'un résident de la Villa Kujoyama aussi. Et après, ce qui naît aussi, du coup, et ce qui est intéressant pour les projets, c'est des collaborations. Donc, moi, typiquement, dans mon projet, dans le scénario, bon, je l'ai pas trop décrit, mais le projet, c'est un action RPG. Donc, ceux qui ont joué à Taco savent que je fais des scénarios très JRPG-esques, comme on dit, et que là, ça va pas déroger à la règle. Et du coup, dans ce scénario-là, il y a une histoire de bijoux sacrés qui sont importants et que chaque héros aura. Et typiquement, je suis en collaboration avec un ancien résident de la villa qui est Karl Maslow, qui est du coup bijoutier et qui design du coup les bijoux qu'il y aura dans le jeu.
Donc du coup, c'est des genres de collaborations qui peuvent naître avec les avec les autres artistes. Donc lui, typiquement, il était en 2017, je crois, et dès qu'il a vu que j'étais pris, il m'a contacté en mode «Ah, mais j'adore les JRPG, c'est trop bien.» Donc on s'est rencontrés après, et du coup, bah, la collaboration est née naturellement. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que lui, son projet à la villa, il faisait beaucoup de choses avec des aciers. Et typiquement, enfin, les bijoux dans le scénario sont faits à partir d'une épée à la base. C'est une épée qui a été brisée et dont les bijoux ont été faits. Et en fait, lui, il a un peu fait la même chose en fait dans son projet de résidence, c'est qu'il a utilisé de l'acier de vieux katana qu'il a cassé pour faire des bijoux avec. Donc en fait, il m'a dit ça il y a 2 jours. Je suis c'est trop bien l'anecdote, quoi. Ça matche bien en plus. D'où le fait qu'il y a des côtés un peu métallisés dans les bijoux. Et du coup, bon, là, c'est vraiment les débuts, hein, donc on va voir où est-ce que ça va. C'est pas vous, il va designer 6 bijoux pour le projet. Donc voilà, c'est des genres de trucs un peu que je suis un peu content de pouvoir faire au final, parce que bon, moi aussi, j'adore les pierres et les bijoux, hein, j'en ai une là. Mais voilà, il y a ce genre de collaboration qui naît. Et la suite pour le projet, bah, donc là, voilà, il y a un peu des images du projet actuellement, donc un mock-up et des chara design. Donc typiquement, bah, ce que je fais depuis la fin de la résidence, c'est que je constitue une équipe autour du projet. Donc d'où les chara design qui sont par Valentin Sèche, qui est un dessinateur de bande dessinée, et les graphismes maintenant qui sont faits par Pixel Boy et son frère. Du coup, vous pouvez les suivre avec ces liens-là. Ils sont des artistes super talentueux et donc je suis content de travailler avec eux parce qu'ils vont nourrir aussi mon projet et me permettre de step up, on va dire, encore plus et de donner vraiment vie à la vision. Donc depuis, j'ai avancé aussi beaucoup sur l'écriture. J'ai d'ailleurs touché l'aide à l'écriture du CNC. Donc il y a toute la recherche de financement, ça en fait partie. Donc bah, là, depuis, j'ai beaucoup avancé l'écriture du scénario qui est bien avancée. Bah, rechercher des financements, m'établir en société. Enfin, maintenant, toute la démarche qui va après, c'est du coup m'établir en tant que société et réussir à faire la prod. Parce que on va dire, j'ai fait la pré-prod à la villa. Maintenant, il faut faire le jeu, si on veut. Donc, c'est ce qui est en cours et c'est ce qui va prendre encore au moins bien 2 ans minimum, je pense, vu la taille du truc. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont arriver maintenant. Donc, projet Imitsu pour l'instant, qui est du coup bah, un mélange, pour vous pitcher rapidement, qui est un peu un mélange entre Golden Sun et Illusion of Gaia, si on veut, pour les références principales. Un chat est arrivé. Oui, pour le chat, en off, un chat est arrivé sur mes genoux. Ça se complique. Et donc oui, tu as touché l'aide du CNC. Donc pour les gens qui connaissent pas cette aide-là, tu dois fournir 50% de ce que tu as demandé, c'est ça, ce qu'ils te fournissent. Si c'est pareil que pour les vidéos. L'aide à l'écriture, elle est un peu différente. C'est que ça va jusqu'à 10 000, c'est 10 000 euros. Et t'as ça pour faire l'écriture. Entre guillemets, ils te demandent un document de design et des documents de scénario à la fin. Ouais, c'est ça. Donc bah, j'ai bien avancé les documents de scénario. Du coup, vous aurez peut-être bientôt, le CNC recevra peut-être bientôt ces documents-là. S'il y a le CNC dans le chat, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça avance bien même. Contrairement à la villa où là, tu n'as rien de particulier à fournir, tout ce qu'on te demande, c'est de travailler en fait et d'avancer ton projet. Et de rechercher, ouais. Ouais, voilà, là c'est complètement différent puisque le CNC te demande bah alors ça en est où tu dois me fournir ça à telle date à peu près. Ah ouais, voilà. Et du coup, bah là, c'est l'Institut français qui m'a demandé de parler, du coup, parce qu'eux aussi, du coup, leur service numérique essaye de faire des choses pour les jeux indépendants. Donc là, ils vont bientôt lancer un site web qui s'appellera Culture Gamer, où du coup, bah, qui sera vraiment un portail de la création indépendante française. Donc je crois qu'il est censé sortir fin mai. Donc ils m'ont demandé si je pouvais en parler, donc je le fais. Et du coup, bah, vous avez les contacts ici des différentes personnes de l'Institut français à contacter si vous voulez leur parler de votre projet ou si vous avez des idées d'événements autour du jeu vidéo et de l'Institut. Donc ce genre de choses à faire. Donc typiquement, j'ai mis les liens aussi, quelques liens dans les slides parce que je crois qu'elles vont être publiques après. Donc où j'ai remis le lien de mon rapport de résidence, les liens de la villa pour quand il y aura les appels d'offres, les différents articles qu'il y a eu dessus. Mais typiquement, pour conclure globalement sur cette expérience, enfin moi je l'ai vraiment, enfin c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri artistiquement et qui m'a donné un peu plus d'éloquence et qui m'a, on va dire, qui m'a bien permis dans la transition entre les deux projets et qui m'a aidé à me concentrer et vraiment faire une pré-prod réfléchie et pas partir directement en prod et rusher comme j'ai pu le faire sur Taco. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne expérience et j'espère que plus de résidences vont s'ouvrir aux jeux vidéo maintenant et que plus de créateurs de jeux vidéo vont aussi tenter d'entrer dans ces résidences-là parce que c'est vraiment une opportunité rare. Et enfin, il y a vraiment un rôle à jouer pour ces institutions-là parce qu'entre le CNC qui finance des productions, du coup, il faut déjà être au niveau production, déjà être un studio, souvent pour pouvoir y toucher.
et les étudiants sortant d'école aussi, ou les artistes indépendants solo qui débutent, il y a vraiment un espace vide en fait dans ces projets-là. Donc les résidences sont vraiment cet espace à prendre et un rôle à jouer pour aider ces créateurs à se lancer et être tranquille en tout cas pendant quelques temps, le temps d'avoir une belle vertical slice, ce que je suis en train de faire moi actuellement, pour aller chercher les financements et pouvoir créer des jeux plus variés et plus originaux, on va dire, et pas lissés pour plaire. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que la présentation vous aura inspiré et vous aura donné envie de tenter ce genre d'expérience. Et je pense qu'après, c'est à peu près tout, c'est la fin. Donc, j'ai remis des takoyaki parce que je suis un peu obligé. Il y a des gens déjà tout à l'heure qui avaient faim. Là, je pense qu'on va... Si vous voulez, la machine est juste là derrière. Hein. Elle est là, la machine. Tu l'as pas déballée depuis que t'es rentrée? Bah si, mais je la range dans le carton après. Ah oui, tu la remets dans ce carton-là, d'accord. Je croyais qu'elle avait genre pas bougé. Oh. Ah si. Si, quand même. On va pas... Takoyaki. En tout cas, voilà. En tout cas, merci à toi. C'était super intéressant et le chat était scotché. Donc, on a reçu plusieurs questions. Il y en a une, c'est as-tu gardé contact avec les autres résidents? Donc, je pense que oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu travailles encore avec la personne qui était joaillier, même si tu n'étais pas avec lui en même temps. Et ça y est, c'est les applaudissements dans le chat. Merci le chat. C'est la salle t'applaudit là, il faut que tu l'imagines dans ta tête. Refais le shonen, t'as fini sur la scène, t'es un peu fatigué et tout, tu sais, il y a le petit silence et après le premier clap, et après tout le monde qui suit, clap, bravo. Des fois il n'y a pas le premier clap et c'est plus gênant, hein, mais... si, on a eu un premier clap. Bon. Et d'ailleurs, les gens commencent à siffler, commencent à crier dans le chat, dont Bigou, Diala, Sloraf qui crie « Taco !» Voilà. Magnifique. Un beau moment d'humanité. Donc oui, est-ce que tu as gardé contact avec les autres résidents, mais qui étaient là en même temps que toi, pour le coup? Bah oui, typiquement, on a pris contact. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien les événements comme le Vis-à-vis là qu'il y a eu, parce qu'on s'est tous revus aussi à l'occasion, même si tout le monde a un peu repris sa vie. Mais oui, on se échange des messages de temps en temps, on prend des nouvelles. Là, quand j'ai posté des images, des gifs du nouveau jeu récemment, ils m'ont tous dit, ça y est, ton perso, il est plus à poil, c'est bien. Du coup, tout le monde on prend des nouvelles, quoi. Mais après, c'est sûr que tout le monde est dans des îles un peu différentes, tout le monde est un peu séparé, donc c'est dur de tous se revoir. Mais on a vraiment, je sais pas, à mon sens, on a vraiment tissé des liens humains et c'est aussi le côté, la belle part de l'expérience, quoi. Donc, moi, je continue de suivre leur projet. D'ailleurs, j'espère pouvoir les voir parce que Camille, par exemple, la danseuse, elle a fini, et même les mariottiques, leur spectacle, ils tournent maintenant en France. Donc j'espère pouvoir les voir. Enfin, ils tournaient avant le confinement, donc là c'est un peu compliqué. Mais à la fin, en tout cas, j'espère pouvoir aller voir les versions finales par rapport à comment c'était quand j'étais à la résidence. Et voir en quoi peut-être leur passage à la résidence a pu influencer, nourrir leur création. Ça doit être super intéressant. Mais typiquement, il y avait aussi... Non, je disais, par exemple, il y avait aussi des écrivains qui ont rejoint la résidence après que les premiers groupes soient partis. Et typiquement, je suis aussi en contact avec eux. Genre, je leur ai fait lire mes documents scénarios aussi pour avoir leur avis et voir si du point de vue d'un écrivain qui a rien à voir avec le jeu vidéo, c'est que le scénario est quand même intéressant. Donc, c'est toujours intéressant. Ça permet d'avoir un réseau, quoi. Oui, c'est ça. En fait, tu as un carnet de contacts et t'échanges quand même toujours avec. Ayam le Yeti te demande quel regard les développeurs japonais indépendants portent sur ton séjour et ou la fondation. Tout ce système de villa, j'imagine, de Villa Kujoyama. Pour le coup, dans la scène indé japonaise, les gens connaissaient pas du tout avant que j'arrive. Enfin, moi, quand j'en parlais au début, je disais je suis là dans la villa, les gens ils demandent c'est quoi. Ils disaient mais vous n'avez pas là sur la montagne, et donc là sur la montagne, là il y a une espèce de grosse forteresse. Non, ils connaissaient pas. Mais du coup, ils ont tous trouvé ça intéressant. Il y en a plein qui disaient j'aimerais bien rentrer à la villa, et malheureusement ils sont pas français, donc ça va être. Enfin, ils vivent pas en France, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est un truc où par exemple, tous les Américains que j'ai croisés disaient mais aux États-Unis, on n'est pas, pas encore moins. Attends 2 secondes, ça coupe. Est-ce que tu peux. Vas-y, reparle pour voir. Allô. Ah oui, c'est bon. Non, c'était vraiment des coupures de téléphone. Tu sais. Pardon. Vas-y, donc je pense que tu peux reprendre ta dernière phrase. Je disais que on rencontre des gens du monde entier. Enfin, à Kyoto, il y a vraiment, il y a beaucoup de Français, mais il y a aussi beaucoup d'Américains. Et typiquement, eux, ils étaient en mode mais nous, l'État ne soutient vraiment pas ce genre d'opportunité. La résidence artistique, c'est quelque chose de très français quelque part, même s'il y a des résidences d'autres pays comme la résidence allemande dont je parlais plus tôt.
En tout cas, c'est vraiment une chance qu'on a en France d'avoir une vraie une histoire de l'art et une vraie reconnaissance de l'art. Et c'est pour ça qu'il est important que le jeu vidéo rentre dans Mais ces c'est ça. espaces. Mais Petit à toi, tu petit. t'es battu, enfin, en tout cas, tu as marqué les premières étapes pour confirmer, en tout cas, que le jeu vidéo est bel et bien un art et a tout à fait sa place dans ces résidences-là et dans toutes ces démarches culturelles et artistiques. Parce que oui, effectivement, breaking news, le jeu vidéo est un art, Ouais. c'est incroyable. Mais oui, et il faut qu'il y en ait d'autres qui y aillent maintenant. Voilà, donc Et pas que allez, la Villa Kujoyama, hein, dans toutes les autres. allez investir les Mm. villas, les résidences de création parce que vous allez autant apporter aux autres artistes qu'ils vont vous apporter et que l'environnement autour va vous apporter également. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Mm. Euh, Mais en tout cas, beaucoup d'indés étaient vraiment intéressés. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont venus aussi à la Game Jam ou qui sont venus me voir là-bas, sur place, et qui ont vu le cadre et tout, et qui est vraiment en mode, enfin, en mode, t'as vraiment de la chance, on profite, hein, parce que nous, et j'en ai bien profité. J'espère bien. Je précise que ton nouveau projet, pour l'instant, porte le nom de Himitsu, qui veut dire secret. Donc sachez que les Oui. questions relatives au secret, Non, mais je peux en parler, mais en même temps, il s'appelle Secret, mais le thème central du c'est le jeu est aussi secret. le secret et comment le secret, entre guillemets, devient des ombres dans la vie des gens et comment c'est utilisé par les puissants pour contrôler les gens et, enfin voilà, comment le secret devient des ombres dans la vie et le mal, si on veut. Waouh. C'est un peu le thème méta du truc. Louis et Michael Playing te demandent: ressens-tu une perméabilité, réciproque ou non, au contact des autres artistes hors numérique en résidence? Et est-ce qu'il y a une rencontre avec une pratique artistique éloignée de la tienne qui t'a particulièrement inspiré? Hmm. Bah, typiquement, au début, j'avais peur de ça, que les autres soient en mode ah, du jeu vidéo, on s'en fout. Et au final, petit à petit, enfin, ils se sont vraiment intéressés à ce que je faisais. On parlait de jeux. Typiquement, même par exemple, bah, la Camille, la danseuse, elle jouait pas du tout. Et un jour, elle est venue me voir en mode ah, j'ai lu un article sur Le Monde sur un jeu qui s'appelle Baba Is You, ça a l'air Ah bah, marrant et tout. Du coup, je l'ai acheté. Oui, le conf d'après. voilà. Mais du coup, je l'avais acheté. Elle est venue y jouer. Enfin, je lui avais montré Gris aussi parce que bah, en tant que danseuse, ça peut aussi l'inspirer. Enfin, il y a eu des échanges comme ça qui ont eu lieu où vraiment ils se sont intéressés à ce que je faisais. Et moi, j'ai découvert plein de choses. Enfin, au début, j'étais vraiment un peu en mode, pas ignorant, mais il me droppait tout le temps des artistes en mode, ah, le Bunraku, ah, le tel artiste, tel machin. Moi, au début, j'étais en mode, oui. Et en fait, je connaissais pas. Et du coup, après, je suis allé googler et j'ai appris plein de choses. Et typiquement, voir les performances scéniques, le théâtre de marionnettes. Je suis allé, les deux marionnettistes, je suis allé les voir aussi, parce qu'ils sont par exemple allés voir un maître de marionnettes à Kyoto, donc je suis allé dans l'atelier de ce maître marionnette avec eux pendant qu'ils étaient en spectacle. Il y avait des marionnettes de partout. Bon, ça peut faire un peu film d'horreur, mais c'était quand C'est même clair. intéressant. J'ai joué à trop Des de jeux marionnettes en d'horreur bois. pour faire ça. Mais il y a vraiment eu des échanges à ce niveau-là et ouais, c'était super intéressant. Même voir les typographes, voir les contraintes qu'il y a dans ce milieu-là, les difficultés avec Internet, enfin, les plagiats. Enfin, on a vraiment parlé de beaucoup de choses et on pouvait faire des liens. On a tous les mêmes phases dans nos projets de faire la conception, faire chercher les financements, les produire. Enfin, c'est des choses qui sont communes, entre guillemets, et auxquelles le jeu vidéo échappe pas non plus. Donc, c'était super intéressant de faire des liens entre tous ces domaines-là. Super. Louis te demande: quel rapport entretiens-tu avec l'héritage artistique et intellectuel des villas, donc Médicis, Velázquez, etc. Quel effet ça te fait de travailler au sein d'une institution aussi chargée d'histoire qui comprend les grands noms de l'histoire de l'art occidental? C'est vrai qu'il y a toujours, en fait, c'est vrai que pendant toute ta présentation, on a ressenti cette... tu te sentais peut-être un peu illégitime par rapport à une culture plus légitime, alors qu'en fait, non, bon sang. Peut-être que tu connaissais pas, que tu devais googler le nom des artistes, mais toi, tu avais plus de connaissances en jeux vidéo et c'est aussi des artistes. Ah oui. Donc, est-ce que... Bah, c'est aussi pour ça que j'ai essayé d'apporter cette culture. Mais oui, bah, c'est des institutions d'excellence. Donc bon, après, là, il y a vraiment beaucoup de résidences et de formes de résidence différentes, hein, comme je disais au début. Mais là, pour le coup, j'ai eu la résidence parfaite pour moi, entre guillemets, celle au Japon. Bon, ben, j'avais tenté la Villa Médicis avant, hein, j'ai pas été pris. Hein. J'espère quand même un jour pouvoir y rentrer parce que ça reste quand même. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'histoire et l'art en général. Je regarde souvent des documentaires. Et c'est même si bon, il y a beaucoup de choses que je connais pas et que voilà, j'essaye en tout cas de m'inspirer de choses hors du jeu vidéo. Et en tout cas, bah oui, je me suis souvent senti illégitime au début, mais on m'a bien fait prendre conscience de ça aussi que oui, bah, parce qu'on est beaucoup dans le jeu vidéo à avoir le complexe d'infériorité et à se dire, on fait juste des jeux. Mais on essaye tous de raconter quelque chose à notre échelle, en fait, et d'apporter quelque chose au monde.
Et moi, c'est un des centres de ma démarche, c'est de raconter des histoires et d'essayer d'aider les joueurs comme moi, les jeux du passé m'ont aidé dans la vie. Donc c'est un peu le fond de ma démarche artistique. Et du coup, j'ai pu bien prendre conscience de ça là-bas. Personne m'a jamais considéré illégitime dans le staff. On m'a toujours soutenu là-bas. Et même encore aujourd'hui, on m'invite dans des choses, on me demande de parler. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Mais en tout cas, oui, moi, ça m'a mis la pression, toute l'historique. Et je me dis, il y a vraiment des gens que je connais, des artistes que j'admire qui sont passés par là. Donc, je suis content d'avoir pu y entrer. Et j'espère que des gens suivront ma route aussi et iront. Parce que le but, c'est vraiment d'inspirer les gens et de soutenir la création, quoi. Ouais, il faut investir les résidences. Investissez. Mangez-en. Allez-y, attaquez. Il y a une question super intéressante. Est-ce que tu as ressenti une pression à avoir l'occasion de travailler confortablement? En gros, comme tu avais des super conditions de travail, est-ce que tu t'es dit, oh là là, il faut absolument, c'est une fois dans la vie, il faut absolument que je sois super productif? Est-ce que tu t'es mis une pression de ce type-là? Ah bah oui, clairement. Ça oui, la pression, de toute façon, je me la mets tous les jours, même encore aujourd'hui, mais en étant sur place, c'est pour ça que je disais, j'ai pas beaucoup voyagé au cours de la résidence. Je suis pas allé visiter le sud je suis pas allé à Hiroshima, je suis pas allé à Hokkaido. Enfin, je suis vraiment resté sur Kyoto parce que vraiment, je me disais, il faut que. Au début, je disais, à la fin de la résidence, j'aurai le proto, j'aurai le machin, j'aurai tout de posé. Limite, au début, j'étais en mode, ah, mais je reste au Japon à la fin, en fait. J'ai trouvé. Je me mettais vraiment beaucoup la pression et au final, c'est contre-productif au bout d'un moment. Et surtout que le but, c'est vraiment de profiter et de se nourrir en fait sur place pour pouvoir après travailler efficacement une fois rentré. C'est vraiment aussi ça l'important, c'est ce qu'ils disent, que c'est une résidence de recherche et que le projet évolue et que plein de projets naissent au fur et à mesure, comme les collaborations, comme la game jam, ce genre de choses, des interventions. Il y a plein de choses qui naissent au fur et à mesure de la résidence. Et du coup, moi, je me mettais beaucoup la pression, les autres aussi, je pense. Surtout qu'il y a la pression du temps, on voit les autres partir, on se dit, c'est bientôt mon tour. C'est bientôt mon tour. C'est un battle royal, en fait. Ah, mais ouais. Je veux finir top 1, est-ce que je vais y arriver? Après, les pots de départ, les soirées karaoké, enfin, il y a vraiment... Enfin, oui, en tout cas, moi, je me mettais la pression, ça c'est sûr. Mais bon, les directrices et tout, ils m'ont bien calmé en mode, non, mais t'inquiète, hein, c'est bien ce que tu fais, continue, mais tu fais déjà bien assez. Est-ce que tu as réussi à vraiment lâcher prise à un moment donné? Oui, de toute façon, au fur et à mesure, la vie sociale prend le dessus. Au début, on est vraiment cloîtré dans la villa. Enfin, c'est vraiment, je le disais, c'est un côté monastère, si on veut. On est vraiment, on sort pas trop. En plus, c'est dans la montagne. Donc, si on déjà juste descendre de la montagne, ça prend un quart d'heure. Après, il faut prendre le métro. Bon, après, Kyoto, ça va. Franchement, c'est bien placé. Moi, je rentrais souvent à pied du centre-ville. Ça prenait 1 heure, mais c'est joli. Donc, je le faisais. C'est bien pour réfléchir. Mais oui, il y a vraiment tout ce côté-là. On est un peu isolé, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment, c'est comme en fait, on est proche de la ville, mais en étant dans la nature, en fait. Et en tout cas, pour la réflexion et les natures, ça a un rôle. Il y a encore quelques questions, mais on n'aura pas le temps de toutes les poser. Donc, je conseille aux gens qui t'ont posé des questions de peut-être te contacter sur Twitter ou de te suivre ou ce genre de choses-là, ou de suivre les actualités du coup des résidences de création, de la Villa Kujoyama, de la Villa Médicis, etc., de tout cet écosystème-là. Parce que nous allons nous quitter. Tu peux couper, je pense, ton partage d'écran. Je reviens sur cette scène ici. C'est ça, voilà. Parfait. Et donc, nous allons nous quitter. Merci beaucoup, encore une fois, à Tom Nook. Merci beaucoup pour ton intervention. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Mary et Harvey Teikari pour parler du game design de Baba Is You. Donc, si j'étais vous, je resterais. Et je sais que vous allez le faire. Merci encore Christophe, c'était vraiment super enrichissant. Je pense que le jeu vidéo va investir les résidences artistiques de création à partir de maintenant. Tu as lancé la flamme et c'est ça la vraie fin d'un bon shonen, c'est d'avoir réussi à lancer la flamme chez tout le monde. C'est l'objectif. J'espère vraiment d'avoir pu inspirer un peu les gens et que... parce que je raconte un peu ma vie, mais j'espère que ça inspire et que les gens le feront, quoi. Merci à vous de m'avoir permis de faire le talk. C'était super, donc il n'y a pas de souci. Et c'est dommage, j'ai pas de générique de fin de shonen, mais je vous dis au revoir. Très bonne conférence à vous. La donne continue encore aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a plein de conférences à venir, donc restez avec nous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.
Ciao.